Nous sommes le lundi 4 mars, il est 18 heures passées et je reçois ce soir Maxime Tarcher qui va nous parler d'un sujet qu'il a nommé En marche vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors Maxime, merci déjà d'avoir accepté mon invitation et Avec plaisir. explique-nous pourquoi tu as choisi de nous parler de ce thème En marche vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors bonjour Christophe. Pourquoi Saint-Jacques-de-Compostelle? Parce que j'ai eu l'occasion de faire ce chemin il y a maintenant plusieurs années, donc en 2015. Je suis parti de Blois, pour ceux qui connaissent, c'est dans le 41. Et puis ensuite j'ai été jusqu'à Finistère en Espagne. Ça représentait 1600 km de marche pour 2 mois de marche consécutive. Et si j'ai fait le choix ce soir de vous parler de ça, c'est parce que ce chemin fait travailler énormément de choses. On va le voir au fur et à mesure avec les questions de Christophe. Et j'ai envie de vous partager finalement mon expérience telle que je l'ai vécue et également ce que j'ai pu en retirer. Et j'imagine que vous en tirerez aussi des choses pour votre vie personnelle et professionnelle. Et oui, parce que c'est vrai que c'est forcément intéressant pour ces deux choses-là, effectivement, pour un titre personnel évidemment, parce que voilà, mais aussi à titre professionnel, en quoi nous parler de Saint-Jacques-de-Compostelle peut nous intéresser éventuellement à titre professionnel, mais ça on va y venir après un petit peu par la suite. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir déjà, c'est pourquoi avoir fait cette marche. C'est quand même assez... Ouais. Alors il y a beaucoup de gens qui le font pour tout un tas de raisons différentes, hein. Certains ça va être pour des raisons religieuses, d'autres pour des questions spirituelles, etc. Pour ma part, c'était à la fin de mes études, donc j'étais diplômé psychologue et j'ai décidé de prendre du temps pour moi. J'ai décidé de prendre du temps pour moi, pour prendre le temps de me retrouver, parce que pendant tout ce temps j'étais resté assis et on m'avait dit ce que j'allais devenir, on m'a dit ce que j'allais faire, et une fois diplômé, je voulais vraiment savoir à quoi allait ressembler ma pratique. Je voulais savoir qu'est-ce que j'allais pouvoir apporter de mieux au monde, voilà. Et donc j'ai pris le temps de marcher un petit peu finalement pour me dépouiller et pour me retrouver. Donc je suis parti en 2015 à la fin de mes études, hein, une fois diplômé, et c'était au mois d'août, donc en plein été. Alors, ce qui est assez curieux, enfin, c'est vrai que prendre le temps de se retrouver, c'est indispensable. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Tu m'étonnes. Certains diraient, ouais, mais tu sais, moi, pour me retrouver, j'aime bien partir comme ça sur l'île Maurice, au bord de la plage, voilà, comme T'as ça, des amis c'est le calme. qui... Pourquoi faire une marche? Parce que quand même, physiquement, faut y aller quand même, hein. Oui, c'est sportif. Si vous voulez, en fait, la différence entre une simple marche quotidienne qui va vous faire sortir en forêt, c'est que là, il y a un véritable engagement. Un engagement à plusieurs niveaux, parce que d'abord, il faut prévoir le matériel pour y aller. Il faut prévoir la technique pour y aller, parce que, comment t'organises tes journées, comment tu gères les repas, où sont tes points de ravitaillement, où est-ce que tu dors. Voilà, ce sont des choses à prévoir. Et donc, c'est plus à vivre comme une aventure, vous voyez, comme quelque chose qui va vous transformer intérieurement, mais plus plus sèchement qu'une balade en forêt, hein. Non mais c'est bien de le dire. Mais t'as fait ça sur combien de jours déjà? Alors 60 jours. Sur 60 jours. Donc pendant 60 jours, chaque jour, tu as marché vers C'est ça. Saint-Jacques-de-Compostelle. Mètre par mètre, je connais la route pour aller de Blois jusqu'à Saint-Jacques. C'est bon à savoir si d'aventure j'avais envie de le faire. Voilà. Mais je trouve que c'est une belle aventure, ceci étant dit, parce que c'est vrai que déjà en plus t'es sujet aux intempéries ou à la météo, donc Ouais. une journée comme aujourd'hui avec du vent, parfois une petite éclaircie rapide, et puis du vent, de la pluie, etc. T'es obligé de vivre avec, quoi. Oui, voilà, en fait, le chemin, ce qu'il propose, c'est un véritable lessivage. C'est-à-dire que vous arrivez avec vos peurs, vous arrivez avec vos pensées, vous arrivez avec tout un tas de bagages qui vont se retrouver, on va le voir, je vais en parler, je pense, dans votre sac à dos. Hein, vous savez que vous démarrez avec un sac à dos qui, en général, fait si vous débutez entre 10 et 15 kilos, voire plus, l'idéal, c'est qu'il fasse que 1/10 de votre poids. Donc le calcul est vite fait, si vous faites 60 kilos, il faut qu'il fasse 6 kilos. Waouh. Seulement, la plupart des gens partent avec beaucoup plus, et c'était mon cas aussi. Je suis parti avec 14 kilos, alors que on le voit pas à la caméra, mais je suis pas bien épais, et j'aurais pas dû porter plus de 7 kilos, quoi. Donc très très vite, en fait, je me suis retrouvé avec un sac qui était beaucoup trop lourd pour moi. Et j'ai rencontré un ami sur le chemin qui m'a dit, le sac, ce que tu mets dedans, ça symbolise les peurs avec lesquelles tu pars sur le chemin. La peur de au cas où, la peur de manquer, la peur de pas avoir un kawaii au bon moment, la peur de pas avoir le sèche-cheveux, je sais pas quoi. Bon, j'avais pas de sèche-cheveux évidemment.
quoique j'aurais peut-être dû. Pas trop besoin, toi, en fait, ça va. Pas trop besoin. Mais voilà, disons que chacun part avec son sac à dos, son poids et son bagage tant matériel, mais qui pour moi symbolise aussi ce que tu transportes dans ta tête. Et à mesure que le chemin va se dérouler, que tu vas amener à être dépouillé, hein, le pèlerin dans la tradition, c'est celui qui se pèle. Hein, vous voyez l'étymologie, c'est plus de la langue des oiseaux, mais je trouve que c'est intéressant quand même. C'est celui qui enlève les couches pour laisser passer la lumière. Et là, finalement, vous allez arriver à un moment où votre sac à dos, au bout d'une semaine, si vous avez pris trop, les cervicales, le dos, ça fait mal. Et donc, nécessairement, vous devez lâcher quelque chose. Entendez-le toujours à deux niveaux. Hein. Voilà. Justement, là, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que c'est intéressant ce que tu dis. C'est de lâcher quelque chose. Là, c'est toute cette symbolique qu'il y a au travers de ce chemin, quoi. Enfin, de ce cheminement, même ce pèlerinage par ailleurs. Mais symboliquement, ça veut dire, moi, si je transpose ça dans ma vie personnelle et même professionnelle, si je veux avancer, il y a forcément des choses que je dois peut-être abandonner ou lâcher. Ouais, très clairement. En fait, il y a une phrase qui dit « Le chemin ne consiste pas à acquérir quelque chose, mais à perdre quelque chose. » On est dans une société où on met de plus en plus de choses, que ce soit dans notre tête ou matériellement dans notre maison ou d'autres choses encore. Et on accumule sans jamais délester. Or, si on veut faire de la place pour le changement, si on veut évoluer, il est nécessaire de lâcher des choses. Et en cela, Compostelle, ça aide énormément. C'est très symbolique en fait comme voyage. Et d'ailleurs, enfin, au niveau de ce voyage-là, est-ce que tu as eu des moments de doute parce que forcément, marcher comme ça tous les jours, c'est pas simple. Est-ce que tu n'as pas eu envie d'abandonner à un moment donné, de te dire finalement, mais quel crétin, qu'est-ce que je fais là, quoi? C'est quoi l'histoire, quoi? On n'a pas beaucoup échangé, mais si tu me connaissais un petit peu plus, tu te dirais putain cette question. Non, je t'assure, renoncer, c'est pas trop mon truc. Je l'aurais fait si j'avais été au bout de mes limites, évidemment, parce que je sais m'écouter. Mais à aucun moment la question de retourner en arrière ne s'est posée, simplement parce que j'étais complètement engagé dans ce chemin. Et ça, c'est une notion importante, que ce soit dans la vie perso ou pro, comme tu l'as souligné. Quand on est engagé pour aller quelque part, on y va sans effort. C'est comme un enfant, et on parle de motivation intrinsèque dans les sciences cognitives, qui doit apprendre quelque chose qui lui fait plaisir. C'est très simple, il n'a aucun effort à fournir. Alors que si on lui dit apprends ça, il va galérer. Là, c'est pareil. Si on m'avait dit Maxime, fais Saint-Jacques, j'aurais fait ouais d'accord, détends-toi, je vais peut-être le faire. Et si je le fais, on fera une petite rançon d'une semaine. Alors que là, non, pas du tout. J'étais engagé, c'était un choix personnel et puis c'était réfléchi. Donc l'engagement m'a posé aucun souci et ça s'est fait d'une traite. Et ok, effectivement, il y a des choses que je ne savais pas sur toi. Et je pense que c'est intéressant malgré tout parce que c'est vrai que dans la vie personnelle et professionnelle, c'est le genre de choses aussi qui fait peut-être défaut chez beaucoup de personnes, et moi le premier d'ailleurs. Hein. Chez moi aussi en fait. Hein. Il y a une phrase qui dit non mais attends, faut que tu saches un truc, c'est important et je pense que tout le monde qui regarde la vidéo va se reconnaître. Cette phrase elle est vraie pour moi et pour toutes les personnes avec qui je discute. C'est on enseigne le mieux ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Oui, et voilà. Et c'est l'expérience véritable qui permettent aussi bien souvent de pouvoir enseigner aussi correctement, quoi. Parce que c'est vrai que quand on a vécu quelque chose, c'est plus facile d'expliquer ce qu'on a. C'est pas que c'est plus facile, c'est que si on l'a pas vécu, tu peux pas le raconter. Disons que c'est comme un prof qui raconte que de la théorie, tu vois. C'est bien, mais quand il a pas vécu le truc et qu'il met pas de passion derrière, on n'arrive pas à suivre. Il y a une dimension supplémentaire pour moi qui s'effectue quand tu transmets quelque chose qui a été vécu. C'est l'authenticité. Et s'il y a bien quelque chose que Compostelle fait bosser, c'est aussi ça. Bon, j'ai encore beaucoup à apprendre. Hein, voilà. Justement, c'est ce qui fait aussi un petit peu l'intérêt de la vie, c'est qu'on ait conscience et qu'on ait aussi l'envie de se dire que on a encore des choses à apprendre, parce que si on reste en se disant voilà maintenant je sais tout sur tout. Le mec qui te dit ça, mais renvoie le cash, hein, c'est bon. En fait, il n'a rien compris. Moi qui suis passionné de cinéma, je lui dis juste une chose. J'écoute la chanson de Jean Gabin. Je sais qu'on ne sait jamais. Très bien. Cette phrase, elle est empruntée d'un auteur d'où j'oublie le nom, mais qui dit très bien qu'effectivement, plus je sais que je ne sais rien. Exactement, et c'est ça qui donne l'envie d'apprendre constamment et de se remettre en question. Mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident, parce que le fait d'apprendre de nouvelles choses aussi, ça implique quelque part qu'il va falloir qu'on sorte un petit peu de notre zone de confort, comme tu as fait là en faisant ce Saint-Jacques de Compostelle. Là, c'est ça. Mais je rebondis sur ce que tu dis, ça a du sens de sortir de sa zone de confort quand tu es engagé. Tu vois,
l'engagement, il vient quand ça fait sens pour toi. C'est-à-dire que si tu es persuadé que c'est dans cette voie que tu dois aller, il y aura aucun effort à faire. Et donc finalement, faire une grande marche de 2 mois, ça devient accessible au même titre que, je sais pas, prendre ton voilier et puis faire la traversée de la Méditerranée, je sais pas. Ce genre de choses qui peut paraître en premier abord un peu incroyable, un peu difficile. Et encore, ce que j'ai fait, c'est simple comparé à d'autres qui vont jusqu'à Jérusalem ou quoi. Vraiment, c'est accessible. Mais disons que pour une première fois, ça peut être impressionnant et ça ne l'est pas si c'est de l'ordre de l'engagement, s'il n'y a pas d'effort à faire. Et pour ça, faut qu'il y ait du sens. C'est-à-dire, posez-vous la question du sens, hein, j'ai envie de dire aux internautes. Si une voie vous attire et que vous savez pas trop si vous devez y aller ou pas, posez-vous la question du sens. Est-ce que ça fait sens pour moi? Est-ce que vraiment ça aligne avec ce que j'aime? Prenez le temps de la réflexion et vous allez voir que si c'est simple, si c'est fluide, finalement il y aura même pas d'effort à faire. Vous irez dans cette voie et ça se fera tout chousse. Sauf que néanmoins, dans ce genre de périple, il peut y avoir, et encore bon, c'est quand même assez balisé d'après ce que je sais sur le pays. T'es tranquille, vraiment, c'est vraiment tranquille. En fait, si tu veux, j'aurais pu parler de ces sujets qui sont l'humilité, l'engagement et le dépassement de soi, qui sont les sujets que j'aborde au travers de cette intervention sur Saint-Jacques. J'aurais pu en parler sous d'autres angles, j'aurais pu te parler d'une autre voie que j'ai faite, j'aurais pu te parler du Pérou, j'aurais pu te parler de tout un tas de choses intéressantes, mais Saint-Jacques, ça a le mérite justement d'être balisé et d'être accessible, ce qui est parfait pour un premier pas. Et comme dirait Woody Allen, 80% de la réussite est dans le premier pas. Exactement. Ouais, j'aime bien les références cinématographiques, ça me plaît ça. Parfait, on est deux. Mais après, ouais, voilà. Je pense qu'effectivement, il faut que ça ait un sens. Et puis, je sais pas. Enfin, moi, je suis toujours assez, assez curieux, intéressé, bluffé par ce genre de périple, parce que c'est vrai que tout à l'heure tu parlais de Jérusalem. Moi, je me rappelle avoir vu une série comme ça à la télévision où il y avait un couple qui était parti depuis Paris jusqu'à Jérusalem à pied. Et ils ont filmé leur périple. Et là, pour le coup, c'était pas vraiment balisé. Donc, ils ont eu quelques petites galères. Enfin, sans conséquence, heureusement pour eux. Mais ils ont quand même eu des petites galères. Et puis surtout que la marche était plus longue. Je crois que c'était 6000 km qu'ils ont fait à pied. 1 an de marche, à peu près. Ouais, un truc de fou, quoi. Et ouais, ils ont eu tous les deux des moments de doute. Parce que voilà, enfin. Moi, je suis toujours. Ce qui est drôle, c'est que. Et c'est vrai Ce qui est drôle. En termes de dépassement de soi et de confiance en soi, etc., je pense que c'est une expérience qui peut être pas mal à faire. Enfin, je sais pas toi ce que tu en retires aujourd'hui de cette expérience-là, concrètement, dans ta vie personnelle et professionnelle. Ça m'intéressait de le savoir, ça, tu vois. Alors, première chose, professionnellement, c'est devenu une de mes interventions. Donc, moi, je suis conférencier professionnel, également psychologue. Donc, j'interviens sur des thèmes en entreprise, mais également dans les lycées, les collèges, etc. Et j'ai fait de Saint-Jacques un de mes thèmes d'intervention. J'étais jusqu'à maintenant focalisé sur la mémoire, et c'est là-dessus que les gens me connaissent. J'ai voulu élargir la gamme, surtout pour une raison simple, c'est que la mémoire ne représente qu'une petite partie de ce que je peux proposer au monde. Et en y réfléchissant, je me dis, attends, ce genre de choses, ça peut vraiment intéresser les gens, ça peut aussi les faire évoluer. Et voilà pourquoi j'ai pris la décision professionnellement de faire aussi cette intervention. Donc je la propose principalement dans les entreprises, mais je peux aussi la faire dans les écoles si on me demande. Voilà. Alors, dans les écoles, par rapport à quoi? Je sais pas sous quel angle. Disons que je vais dans les écoles que sur la mémoire pour l'instant. D'accord. Donc je dis ça à tout hasard, je sais pas. C'est en réflexion dans les écoles. Comme je te l'ai dit, on me l'a demandé que en entreprise pour l'instant. Donc je sais même pas si c'est possible et sous quel angle. Mais ça pourrait être par exemple une soirée avec des parents d'élèves ou je sais pas, tu vois, ça peut être un truc sympathique sur la question du sens. Ouais, sur la question du sens, sur la question de l'engagement, de l'authenticité, enfin des choses comme ça. Je pense que pour les jeunes, ça peut être intéressant, effectivement. Ouais. Disons que la question cruciale qui se pose maintenant dans le domaine scolaire, et je veux pas rentrer là-dedans, mais parce que sinon on est parti. Mais c'est la question du sens. Les 3/4 des personnes qui viennent me voir en consultation ou qui viennent me voir à la fin des conférences que je fais, elles me posent des questions vis-à-vis du sens de leur existence, de la vie de manière générale, mais aussi des questions très pragmatiques sur pourquoi finalement leur gamin va à l'école alors que ça lui plaît pas, pourquoi il devrait ramener des notes dans un système qui est compétitif alors que ça lui plaît pas, et ainsi de suite. Donc la question du sens, elle est cruciale et je pense que notre société traverse plus une question de sens en ce moment qu'une question financière. Voilà. Et je pense qu'effectivement, c'est au travers des écoles, je pense que c'est un bon moyen de permettre
d'inculquer comme ça peut-être des valeurs, ou en tout cas amener à faire réfléchir les parents Bien sûr, et les jeunes bien sûr. aussi. Les parents, tant les parents que les enfants, et puis ça peut amener du sens, encore une fois. C'est-à-dire que dans un système éducatif qui s'érode, tu vois, en attendant des réformes, bah, la question du sens est à remettre, et peut-être ça pourrait être une opportunité. Donc voilà, donc ça c'était pour répondre à ta question vis-à-vis du plan professionnel, ce que ça m'apporte. Et du plan personnel, bah, c'est immense, c'est difficile de te faire un listing. Euh, D'abord parce que c'est difficile de rendre en mots ce qui se passe à l'intérieur lors d'un voyage de plusieurs mois de marche. C'est très difficile à rendre. Vous êtes dans un état qui est tellement intériorisé que ça devient difficile de le mettre en mots. Je dirais que ça apporte du calme, de la paix. Pour le traduire en termes occidentaux, occidental, je dirais que ça apaise le mental. Vous voyez, on est souvent avec beaucoup de ruminations, etc. Le fait de faire une marche comme celle-ci, ça permet d'apaiser tout ça. Ça permet aussi de se retrouver. Ça permet de savoir ce qu'on aime à un moment donné, pourquoi on est à tel endroit dans notre cheminement de vie, et ainsi de suite. Ça fait prendre du recul. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est pas éternel et que notre mental, une fois retourné dans l'après, toute la question de l'après, de l'intégration. Je vous renvoie au livre de Jack Canfield, Après l'extase, la lessive, qui est extraordinaire là-dessus. Après l'extase, la lessive. C'est le titre d'un livre que je trouve extraordinaire. D'accord. Qui est justement un mec qui a interrogé plein de personnes qui vivent l'extase et après ils rentrent chez eux, comment ils intègrent tout ça, tu vois. Eh bien, c'est la grande question. Et je pense que l'intégration se fait dès lors que tu restes aligné avec les valeurs que tu as pu travailler sur place. Seulement, une fois qu'on te remet dans un milieu, ton cerveau, il a des neurones miroirs, il va entrer dans un mode mimétique. Et donc finalement, même si tu as été le plus éveillé des bonhommes, si je puis dire, en utilisant des termes un peu orientaux, eh bien, tu reviens dans un système traditionnel qui n'a pas beaucoup évolué et tu as tendance petit à petit à revenir sur tes anciennes valeurs, celles que pourtant tu avais travaillées. C'est là qu'il est important de faire un travail régulier. Un pèlerinage, c'est bien, mais faire un travail de pèlerinage régulièrement, c'est mieux. Cela dit, ça peut être sous n'importe quelle forme. Ça peut être la forme de marché, ça peut être d'autres formes. L'important, c'est juste de trouver un moyen à soi pour se retrouver, se recentrer et remettre du sens finalement dans sa vie. Pour en injecter quotidiennement, quoi. C'est, je pense, effectivement le plus gros des problèmes. Moi, je traduis ça un petit peu différemment. Je dirais c'est vivre dans le monde sans penser comme tout le monde, tu vois, pour traduire un petit peu différemment ce que tu viens d'expliquer, très bien d'ailleurs, mais parce qu'effectivement la difficulté, une fois qu'on a fait ce pèlerinage, voilà, qui nous a permis de connaître comme ça, de vivre des expériences assez particulières au niveau de sa vie intérieure, une fois qu'on revient dans ce qu'on pourrait appeler le monde normal, ou voilà. Donc faire la lessive, passer la balayette, aller aux toilettes pour aller faire ses besoins, etc., etc. Voilà, faut pouvoir intégrer, ce qui n'est pas forcément simple, hein, c'est vrai. Puis on est en plus confronté chaque jour dans notre vie quotidienne avec des gens, des situations qui peuvent nous, comment dire, nous tirer vers le bas. Et c'est pas simple de pouvoir garder comme ça son niveau d'énergie, etc. Je suis en train de regarder parce qu'il y a des commentaires là qui arrivent. Oui, j'étais en train de voir aussi. J'en profite pour dire bonsoir aussi à Anaïs qui nous a rejoint, Hugues qui nous dit pour vous libérer du poids de votre vie, donc c'était par rapport au kilo en plus que tu avais certainement, qui évoque qui fait cette remarque. Ce qui est intéressant pour répondre à Hugues, c'est que ce poids de notre vie, c'est un peu comme la marée, tu vois. Ça vient, ça va, ça vient, et ça revient. Donc il est intéressant de se délester souvent pour arriver à être plus serein. Et c'est vrai que se libérer du poids de sa vie, c'est vachement important. Peut-être prendre les acquis de la vie et puis se libérer du poids du mental déjà. C'est tout. Ce qui n'est pas forcément simple de se libérer du poids du mental, parce qu'on a tendance déjà tu t'identifies à lui, donc t'es mal barré pour aller loin. Oui. Tu vois, ça... Oui, effectivement, c'est ça, ouais. Ouais, bah oui, c'est compliqué de mettre de côté quelque chose avec lequel tu veux mettre de côté quelque chose. Tu vois, ça boucle. Mais pour autant, pour avancer dans la vie, on est quand même obligé de se libérer de certaines choses. Et c'est vrai que moi, ce que souvent on m'a dit, c'est ça. C'est si tu veux avancer, tu vas être obligé de sortir un petit peu de ta zone de confort. Donc
de te retirer de certains trucs que tu avais l'habitude de faire. Sinon, si tu gardes toujours tes anciennes habitudes, tes anciennes manières de voir le monde, de te voir toi, etc., c'est pas possible d'avancer, quoi. Je vais te donner un exemple très simple. C'est vrai qu'on par l'éducation, de l'école, comme tu évoquais, peut-être de nos parents, de la société, etc., on peut avoir une très mauvaise image de soi-même, et puis garder cette mauvaise image de soi-même toute sa vie. Et si on ne prend pas la décision de se dire à un moment donné, ok, je vais me libérer de ça et je vais apprendre à m'aimer et à m'accepter tel que je suis avec mes défauts et mes qualités, comme on dit, et c'est comme ça que je pourrais peut-être avancer et m'épanouir un petit peu plus dans la vie et faire éventuellement une marche vers Saint-Jacques-de-Compostelle ou faire d'autres choses de ce type-là. Tout ce qu'on va faire, c'est que je vais te poser les questions. Non, c'est toi Parce qui... que ce que je veux dire au travers de ça, c'est que ce que tu dis, c'est exactement ça, et que tu le formules très très bien finalement. Et en fait, on est tous d'accord là-dessus, quoi. C'est super. Il y a Alain qui nous dit, c'est un peu comme aller à Lourdes à pied, c'est un pèlerinage en fait. Ouais. Ah oui, pour ceux qui connaissent pas, on n'a pas défini ce que c'était que le Saint-Jacques en fait, tout bêtement. Il y a des gens qui savent pas, je pense. Alors, En 2 mots, tu prends un sac à dos avec tes affaires et puis tu vas aller jusqu'en Espagne à pied si possible. Ça te donne juste un lieu de chute, hein, mais tu aurais pu aller en Allemagne ou en Bulgarie, ça n'a pas trop d'importance. L'idée, c'est que ça a du sens puisque des milliers de gens l'ont fait avant toi et donc que c'est bien balisé. Voilà, mais tu pourras aussi faire le choix de prendre n'importe quelle autre voie. Ensuite, tu prends ton sac à dos. Comment se passe une journée concrètement? Tu te lèves à 6 heures du matin. Tu fais ton petit déj, tu manges si une épicerie est ouverte, sinon bah tu manges les restes de la veille en prenant soin le soir de prévoir pour le lendemain. T'arrives, il est 15h, 16h dans ces eaux-là. Tu fais ta lessive, tu visites les environs, tu profites des gens qui t'accueillent. Si t'es tout seul, bah tu profites de la nature. Et puis ensuite tu t'endors très tôt après avoir bien mangé et tu redémarres le lendemain matin à 6 heures pétante, et tu fais ça chaque jour à peu près. La moyenne, c'est tu fais entre 15 et 35 bornes par jour, hein, ça dépend de si t'es un marcheur aguerri ou non, tout en sachant que même si t'es pas un marcheur aguerri, au bout de 2 semaines de marche, oh t'inquiète, les 20-25 tu les fais les doigts dans le nez. Ça vient avec la pratique. Les 3 jours, les 3 premiers jours c'est des courbatures et après ça passe. Voilà. Et effectivement, pour répondre à la question, ouais, c'est un peu comme un pèlerinage à Lourdes, parce que ça a du sens sur le pèlerinage à Lourdes. Au sens où il y a un symbole religieux, tu vois, qui est derrière. Cela dit, il pourrait, encore une fois, et c'est mon point de vue, hein, je sais pas si tout le monde le partage, il pourrait pour moi ne pas y en avoir finalement, puisque le but, à mon sens, c'est le chemin lui-même. C'est pas le fait d'arriver à destination. Parce qu'une fois que tu arrives à destination, finalement, t'as fini, tu rentres, tu vois. Donc c'est même un peu chiant d'arriver. Je t'assure que quand t'as fait 50 et des poussières de jour et que t'arrives tu sais que le lendemain t'es arrivé, il y a une drôle de dissonance qui s'opère en toi. En tout cas en moi c'est ce qui s'est passé. J'avais l'impression de plus me rappeler que j'allais arriver un jour. C'est étonnant comme sensation. Et finalement bah je suis arrivé et ça m'a fait drôle parce que c'est ça aussi, boucler un cycle et arriver au terme d'un développement, et c'est difficile à transmettre. Je pense que il faut que vous le viviez. Ouais, je pense que c'est mieux effectivement de le vivre, parce que c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'au départ, sur le plan purement physique, on s'est dit ouais, ça va être compliqué, j'ai pas l'habitude de marcher, ça va être difficile pour moi, etc. Et alors moi je l'ai pas vécu Saint-Jacques-de-Compostelle, donc je peux difficilement en parler par rapport à ça. Par contre, je peux prendre un parallèle que là pour le coup j'ai vécu personnellement. À savoir, j'ai fait 2 fois le marathon de Paris. Et la toute première fois que je l'ai fait, le marathon, c'est 42 km en courant. Je me rappelle que ce qui a été le plus intéressant effectivement pour moi, c'est en fait tout le parcours. Une fois que je suis arrivé, ok, c'était très bien, quoi. Mais j'ai tenu la distance, j'ai franchi la ligne d'arrivée, c'était super. C'était un peu l'objectif en même temps, mais ah oui, il faut ce que je garde en mémoire, c'est tout le chemin que j'ai fait en fait. C'est bien ce que tu soulignes, hein. C'est intéressant, je pense, pour ceux qui nous écoutent, c'est que il est important, si vous voulez aller quelque part, d'avoir un objectif, un but. Parce que si vous donnez beaucoup d'énergie dans un projet quel qu'il soit, c'est bien, mais vous allez vous disperser. Et si vous savez que vous allez quelque part, bon bah c'est plus fluide et finalement l'énergie est moindre. Donc c'est intéressant de le souligner. Et c'est là, au niveau professionnel notamment, où c'est vraiment indispensable, nécessaire, après faites comme vous voulez, mais
pour rebondir sur ce que vient de dire Maxime, c'est vrai que c'est indispensable d'avoir un objectif. Ouais. Si on n'a pas d'objectif dans la vie personnelle et encore plus dans la vie professionnelle, c'est juste pas possible, quoi. On peut pas avancer, on va se laisser balloter à droite à gauche comme un bateau qui n'a pas un cap précis et finalement il se passe rien, quoi. Alors que si on a un objectif précis, voilà, ça va être intéressant. Et justement d'ailleurs c'est ce que Alain rebondit là-dessus d'ailleurs. Il dit je suis bien d'accord avec toi, donc en parlant à Maxime, je suis bien d'accord avec toi, le chemin est souvent plus important que la destination. Mm. Oui, c'est aussi mon point de vue, hein, je partage ce que dit Alain. Euh, c'est vrai que quand on se lance, ça paraît loin, on se dit presque qu'on n'y arrivera jamais, que finalement il y a le temps. Et en fait, ça arrive vraiment au bout d'un moment, c'est quand même dingue. Et là, faut prendre le chemin du retour, et c'est là toute la dynamique de l'intégration, hein, l'intégration des expériences vécues dont on a parlé tout à l'heure. Il y a un point intéressant qu'on pourrait soulever, c'est le regard des autres. Parce que je dis ça parce que ça va faire un parallèle intéressant aussi avec les gens qui nous écoutent. Dans notre vie, souvent, on a des gens qui savent mieux que nous, voilà, ce qu'on doit faire. Ouais. Moi, quand j'ai annoncé que j'allais marcher 2 mois jusqu'à Saint-Jacques, mon entourage, il a jamais été très à fond, tu vois. C'était pas ouais, ok, vas-y, fonce, mon gars, t'inquiète, sans danger. Alors que c'est balisé, il y a pas de danger, tu vois. Mais voilà, il y a des réactions qui se lèvent tout de suite, tu vois. Donc, faut apprendre aussi à s'écouter. Et c'est important quand tu te lances dans une aventure comme ça, d'être bien sûr prudent, d'écouter ce que les gens ont à dire, mais de prendre ça comme des conseils, des points de vue, et de garder son objectif en tête, garder sa passion. Comme ça, on va au bout de notre entreprise, on va au bout de ce qu'on veut faire. Et si je l'avais pas fait, j'aurais pas fait Saint-Jacques, tout simplement parce que les gens tout de suite, ah non, c'est dangereux, tu te rends pas compte, tu vois, ça fait peur. Tu sais, ça me fait penser, là j'ai vu une vidéo là, qui a circulé pas mal sur Facebook là, ces derniers jours, hein. Et je trouvais que cette vidéo, elle était frappante par rapport à cette idée-là de pas forcément toujours écouter ce que les gens peuvent te dire sur un projet que tu peux avoir. Alors, écouter un petit peu leurs avis, leurs conseils, bien sûr, mais les gens qui particulièrement vont te dire non, fais pas ça, fais pas la marche de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais tu te rends pas compte, physiquement, c'est juste pas possible. Et puis 2 mois, mais comment tu vas faire? Enfin, et puis non, c'est surréaliste, quoi. Non, ne fais pas ça, c'est une connerie phénoménale de faire ça. Et cette vidéo, c'était en fait le témoignage d'une femme sourde-muette de naissance qui expliquait depuis petite, elle voulait être avocate. Et plein de gens lui ont dit, mais tu es sourde-muette, tu peux pas être avocate. C'est juste pas possible, hein. C'est juste pas possible, hein. Oui. Et cette femme, elle a décidé, malgré tout ce que les gens disaient, elle a quand même voulu poursuivre son objectif et aujourd'hui elle est avocate. Elle est sourde et muette et elle est avocate. Elle a fait pendant 20 ans un travail en orthophonie évidemment pour pouvoir parler, tu vois, pour apprendre à parler, même si ce qu'elle explique, elle n'a jamais entendu le son de sa voix. Mais pouvoir communiquer un peu plus facilement, elle a fait un travail d'orthophonie, donc elle s'est donné les moyens d'atteindre son objectif. Et je pense que c'est ça, toi, fondamentalement, c'est quel que soit le rêve, comme on dit, ou tout au moins l'objectif qu'on peut avoir dans la vie, si c'est vraiment ça qu'on veut faire, il faut y aller, quoi. Et se donner les moyens, bien évidemment, quoi, mais il faut y aller. Ouais, très clairement. Moi, je pense qu'il ne faut pas laisser les autres être créateurs de notre propre réalité. C'est ça. C'est-à-dire que, à mon sens, parce qu'on peut mettre le sens qu'on veut sur le sens de la vie, je vois ça comme un grand bac à sable dans lequel on expérimente un peu ce qu'on a envie, tant que ça respecte la liberté d'autrui. Bien sûr. Et du coup, il ne tient qu'à nous de faire de notre vie la vie qu'on veut, la vie qu'on rêve. Et on se rend compte de ça sur Compostelle parce que à mesure que vous marchez, à mesure que vous vous videz le mental, que vous êtes dans le silence intérieur, que vous vous alignez avec chacun des pas finalement qui rythment votre journée, que vous écoutez les gazouillis des oiseaux, etc., vous vous apercevez que finalement rien n'a vraiment d'importance. Hein, je veux dire, chacun va vivre ce qu'il a besoin de vivre et chacun va créer ce qu'il a besoin de créer. Et l'ordre d'importance, il est mené par peut-être nos besoins biologiques. Hein. En rentrant, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de manger, ok. Mais si finalement on a déjà quelque chose qui nous permet de subsister correctement, qu'est-ce qui reste à part finalement jouir de la vie telle qu'elle est? Et donc ça invite à ça finalement, ça invite à se rebrancher aussi à ce qui nous fait plaisir et à ce pourquoi on se lève le matin.
c'est toujours agréable. Je pense qu'effectivement, enfin, une marche comme ça vers Saint-Jacques-de-Compostelle, ouais, ça nous permet de prendre conscience de ces vraies valeurs, quoi. Pas ces choses superficielles qu'on veut nous inculquer au travers des médias, notamment. Quand on regarde les publicités, je pense à ça en particulier, qui est l'exemple le plus significatif, quand on nous dit, voilà, si vous avez la plus belle robe, mesdames, que vous voyez, vous serez heureuse. Monsieur, si vous avez la plus belle voiture, dernier cri, vous serez heureux. Vous, les enfants, les jeunes, là, si vous avez le dernier portable à la mode, vous serez heureux. Mmh. Oui. Est-ce que c'est ça le bonheur? Bah, c'est ce qu'on nous vend. Après, je pense que les gens se rendent compte que ce n'est pas ça. Seulement comme ils sont dans une routine, tu vois, métro boulot dodo, de laquelle on ne s'extrait pas, outre pèlerinage et stage et aventure qu'on peut vivre à côté, eh bien c'est difficile de prendre du recul et de se dire ah non, c'est vrai que c'est pas ça le bonheur. Par contre, quand on n'a pas grand-chose, justement comme dans le cadre d'un pèlerinage, on se rend compte qu'on a besoin de rien. Je veux dire, moi j'avais que dalle dans mon sac, hein, un change, de la nourriture, de l'eau. Bon voilà, c'est pas grand-chose. Après, je reste aussi très pragmatique parce que cette eau et cette nourriture, je l'ai eu grâce à l'argent. Encore une fois. Parce qu'on est dans un système qui fonctionne comme ça. Tu vois. Donc, on peut apporter effectivement un complément à ce que tu as dit. Effectivement, notre avenir ne sera pas déterminé par le fait d'être un bon consommateur. Tu vois. Disons qu'on va pas aller loin si on est un bon consommateur. En tout cas, on va pas aller loin intérieurement. Ça peut satisfaire le mental, ça peut être bien un temps, mais pour avoir vu des gens venir me voir en cabinet, je sais qu'au bout d'un moment se posent des questions plus existentielles que d'avoir le dernier portable à la mode. Et pour répondre à ces questions, il est nécessaire de perdre quelque chose, il est nécessaire de s'aventurer sur quelque chose comme un pèlerinage par exemple, ou n'importe quoi d'autre, hein. Comme je l'ai dit, il y a plein de voies de travail sur soi pour arriver justement à lâcher ça et à se dire non, bah pas avoir le dernier portable, c'est pas grave, quoi. Alors, justement, tiens, je rebondis là-dessus parce qu'il y a Alain qui pose une question à ton attention particulière, justement, Maxime, Ouais. qui est extrêmement intéressante. Donc, question à Maxime, suite à ton expérience, est-ce que le retour est un même, entre guillemets, est un même chemin avec autant d'espérance? Et est-ce que le but n'est pas de continuellement marcher? Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, on met le sens qu'on veut dans sa vie. Et donc, le sens, ça peut être, si vous aimez marcher, bah, faire des marches de manière illimitée. Ça peut être autre chose. Pour ma part, cette quête, elle en appelle une autre, sous une autre forme. C'est-à-dire que j'ai bien aimé marcher et j'aime bien me développer aussi personnellement. Donc voilà, il y a d'autres voies que je vais pouvoir explorer dans cet axe. Et voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais Bah là, Alain va disons nous dire. que c'est sûr qu'on peut marcher de manière illimitée. C'est un choix. Pour ma part, je voyais ça comme une phase de transition entre ma vie étudiante et ma vie professionnelle. C'est dans ce cadre que s'inscrivait ma marche. Et en cela, ça a été comme un rite de passage, hein, c'est-à-dire un passage d'un état à un autre. Voilà, et donc finalement, j'ai ritualisé moi-même mon passage de mon état d'étudiant à mon état professionnel. Voilà, mais ça c'est le sens que j'ai décidé de mettre à ce moment-là et dans ma vie. Ça veut pas dire que c'est bien, ça veut juste dire que c'est ce que j'ai décidé de faire. Chacun met le sens finalement qu'il veut. J'ai vu d'autres personnes sur Compostelle marcher à l'infini. Hein. C'est un mec qui avait fait 8000 km, il ne s'arrêtait plus. Sa vie, c'était devenu le chemin. Et on en croise pas mal, hein, des comme ça sur le chemin. Yeah, c'est l'espèce de Forrest Gump. Ah ouais, carrément. Non mais c'est vrai. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas du tout une transition. Pour eux, c'est devenu leur vie. Voilà, c'est un choix. Comme faire le choix d'habiter à l'île Maurice, peut-être, je ne sais pas. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Bon, c'était un exemple. Voilà, je sais pas. Alors, je En sais tout pas, cas, c'est vrai qu'effectivement, c'est des. Enfin, après, quel que soit le lieu où on se trouve, je pense pas. Enfin, ça revient sur l'idée de se dire, est-ce que atteindre l'objectif de marche, enfin, d'arriver à telle destination, est-ce que c'est ça qui est important? Est-ce que le fait d'habiter à tel endroit, est-ce que c'est ça qui est important? Est-ce que En fait, rien n'a d'importance. Hein. C'est ça qui était. Tu vois, à mesure que j'ai cheminé, c'est devenu de plus en plus clair pour moi. Je suis pas en train de transmettre des vérités. Hein. Je suis en train de transmettre ce que j'ai compris dans mon modèle de conception du monde. Ça veut pas dire qu'il est bon. Ça veut dire que c'est juste le mien. Donc je le partage. Hein, je précise ça. Et ce que j'ai compris, c'est que rien n'avait vraiment d'importance en fait. Tant que je mange, tant que j'aime les gens autour de moi, tant que je dors correctement
voilà, tant que mes cellules vieillissent en à peu près bon état, bon bah voilà, hein, je vis ma vie, c'est tout. Et mais en même temps, enfin, je sais que tu es, comment dirais-je, et c'est ça que j'apprécie d'ailleurs chez toi, Maxime, c'est tu es d'une grande humilité, mais mes potes diraient pas ça. Non, que dalle, hein, c'est pas vrai du tout. J'ai un ego complètement surdimensionné. Juste, j'arrive bien à le mettre de côté, c'est tout. Hein. Il est très inhibé. Non, C'est tout. tu as su dompter ton ego, comme on devrait tous d'ailleurs pouvoir le faire, ce qui n'est pas un exercice facile d'ailleurs. Mais ce que j'apprécie chez toi, malgré tout, malgré ce que tu peux dire, c'est ton humilité. Tu vois, tu viens de le démontrer clairement au travers de ce que tu viens d'évoquer. Et moi, ce que j'aime bien à travers ça, c'est que c'est d'exprimer l'idée qu'en fait, il faut retrouver des valeurs simples dans sa vie, quoi. Ouais. Ton expérience avec Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est un très très bon exemple parce que, et pour autant, c'est pas forcément obligatoire de passer par là, quoi. C'est important de le dire. Hein. Mais c'est important effectivement de dire faut arriver à retrouver comme ça goût aux valeurs simples. Je vais rebondir sur une remarque d'ailleurs d'Alain qui intervient encore sur son idée parce que je pense qu'effectivement on n'a peut-être pas saisi le sens de sa remarque, mais il dit j'ai bien compris ta démarche d'aller, mais est-ce que le retour et pour toi est une continuelle marche, c'est-à-dire avancer? Oui, alors si je comprends le sens de la question, le retour pour moi c'est aussi une occasion de continuer à avancer, dans le sens où je suis sur un chemin personnel et que quand je suis rentré, je me suis pas arrêté là, quoi. Déjà, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est la question de l'intégration, c'est-à-dire quand tu rentres, comment tu fais pour garder les valeurs que tu as acquises sur le chemin chez toi, et ça c'est très compliqué. Il faut arriver à rester aligné avec les choses que tu as compris et avec le nouveau toi qui a émergé de dessous toutes les couches que tu as pu enlever, ça c'est pas facile. Mmh. Et quand tu as acquis ça, l'intégrer dans le moule qui n'a pas changé, c'est-à-dire celui de ta famille, de tes amis, de ton milieu professionnel et ainsi de suite. Et ça c'est compliqué. Peut-être un point intéressant, c'est que si toi t'as bougé à l'intérieur, en général les gens autour de toi vont se mettre à bouger. Et si tu maintiens cet alignement, tu vas les mettre en ambivalence, en mode tiens il a changé. Tu vois, et donc nécessairement ils vont être obligés d'adapter leur comportement au fait que tu as changé. Et si tu es rentré dans une forme de bienveillance ou quoi, et ben nécessairement ça va faire écho aussi chez eux. La communication va s'améliorer et tout un tas d'effets bénéfiques et c'est un cercle vertueux finalement. Donc oui, je continue à avancer et à cheminer. Je pense et j'essaie de répondre à ta question du mieux que je peux. Je sais pas si je suis dedans, tu me rediras. Mais sinon, j'essaie de continuer à avancer au sens où d'abord je vais refaire d'autres marches. J'ai Shikoku en tête, la vallée des 88 temples au Japon, c'est 2 mois et demi de marche. J'ai la voie de Jérusalem qui me semble intéressante. J'ai le plus grand trek mondial au Canada qui a ouvert ses portes, 2 ans de marche presque. Donc Wow. ça envoie du pâté. Donc c'est pas les grands treks qui manquent. C'est plutôt le temps, Ouais. l'énergie et le sens aussi que je veux mettre derrière. Donc je fais ça à mon rythme en fait. Hein. Je suis pas un grand challenger sportif. Je préfère me mettre des défis crescendo, mais si je les fais, j'aime bien mettre du sens derrière aussi. Voilà. Mmh. On peut peut-être faire ça pour une association humanitaire, ou pour faire bouger les choses, un petit peu comme le fait Rémi Camus, quelqu'un que j'admire aussi, que je trouve super. Alors je le salue s'il passe. Rémi Camus qui a fait le Tour de France à la nage, qui a fait le Mekong à la nage, qui a fait l'Australie en courant. Bon, je vous invite à aller voir son TEDx, Rémi Camus, il est exceptionnel. Et lui, il fait justement quelque chose autour de l'eau potable. Comment rendre accès à l'eau potable dans les collectivités, etc. Parce que comme il a été confronté au manque d'eau, il a su ce que c'était que la soif. Il a su ce que c'était que de manquer d'eau. Et il a dit c'est tellement horrible que j'ai décidé de passer ma vie à me battre pour l'accès à l'eau potable. Et je trouve que c'est beau comme sens. Et voilà, c'est ce type de sens que j'aime bien mettre aussi à mon niveau, même si j'apporte pas encore l'eau potable dans les villages. Tu n'apportes peut-être pas l'eau potable, mais tu vois, je reviens sur ce que je disais il y a quelques instants. Justement, c'est ton humilité par rapport à tout ce que tu peux entreprendre, et surtout, c'est ce que tu as évoqué, l'impact que tu vas avoir autour de toi. Tu vois, exactement. Sans donner des leçons, sans forcément faire... Pas de leçons à donner vu que tu as changé, tout se fait tout seul. Tu vois, tu continues à avancer, mais t'emmènes les gens avec toi. Hein, tu vois, plutôt que de maudire les ténèbres, il faut allumer une bougie. C'est une phrase qui dit ça, que j'aime bien.
Et c'est ça, c'est-à-dire que si toi t'as bougé à l'intérieur, les gens autour de toi vont bouger, et donc ça va te faire avancer, ça va te faire cheminer, et donc ton chemin ne fait que commencer, parce qu'une fois que t'as commencé, après t'es un peu mordu, tu peux pas t'arrêter. Pas forcément de marcher, mais de continuer à te développer pour accéder à la meilleure version de toi-même. Et moi c'est ça que j'adore dans le développement personnel au sens large, parce que c'est un vrai fourre-tout. C'est de pouvoir avoir accès à la plus belle version de soi-même. Et c'est vachement important, tu vois, tout ça, parce que c'est vrai que on en parlait tout à l'heure avant de préparer ce live, mais au niveau professionnel, hein, moi c'est ce que je déplore un peu parfois, enfin, d'une manière générale, dans le milieu des entreprises, etc. Et même aujourd'hui, enfin, je vois à peu près les mêmes mécanismes aussi chez certains, sur Internet aussi par rapport à ça. Voilà, il faut gagner de l'argent. Si tu gagnes de l'argent, tu vas pouvoir t'acheter une belle limousine, tu vas pouvoir aller dans un beau palace, tu vas pouvoir aller à l'île Maurice. Et c'est très enviable, effectivement, parce que quand on est dans un quotidien plongé dans le métro, boulot, dodo et les ténèbres, forcément, les ténèbres dans le sens où on passe notre temps sous terre, je sais pas si tu prends le métro tout le temps, et bien forcément, dès lors qu'on te fait gigoter un petit truc au bout du mois en disant bon, si tu travailles 5 mois, tu auras le droit à une semaine de répit. Merci d'avoir ramené de l'argent pour moi, dit-il en haut de la pyramide. Ouais, c'est ça. Génial, mais au final, tu pars en vacances, tu reviens, rien n'a changé et tu recommences. Voilà pourquoi la question de l'argent, elle est intéressante. C'est bien que tu l'amènes sur le tapis, parce que on l'avait évoqué tout à l'heure. Peut-être, je sais plus quelle question tu avais posée vis-à-vis de l'argent avant. La question, en fait, elle était très simple parce que c'était, il y a des gens, voilà, qui te disent, voilà, si tu veux être heureux, c'est simple, il faut gagner de l'argent, comme ça, tu auras l'indépendance financière qui te permettra d'avoir, ouais, des biens super sympas, une belle voiture, faire des beaux voyages, avoir une belle maison, enfin, tout un tas de choses comme ça matérielles. Ouais. Qui en soi, moi, je crache pas dessus, hein. Je vais te raconter une anecdote pour te répondre. Il y a à mon cabinet, je citerai personne, mais il y a des gens qui sont fortunés, qui viennent me voir et qui veulent travailler, que ce soit sur la prise de parole en public, l'humilité, ou simplement faire une consultation chez le psychologue, quoi. Et quand je les accueille, des fois ils descendent de leur voiture. Je te raconte pas la voiture, hein. Ils la garent à côté de ma Clio. Voilà, ça fait une dissonance. J'envisage quand même de changer de voiture un jour, mais voilà, c'est impressionnant. Et ils arrivent et tout, et en fait leur problématique elle est extrêmement humaine. Tu vois, en fait c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si vous prenez un PDG ou un chef d'entreprise qui est face à ses employés, il a un rôle à tenir qui est celui finalement du chef d'entreprise tel qu'il le conçoit. Et c'est là l'erreur, c'est qu'il conçoit le rôle de chef d'entreprise comme un leader un peu tyrannique, il parle, tout le monde obéit, voilà, c'est un petit peu comme ça. C'est un peu la vieille France, hein, mais c'est comme ça que la plupart des entreprises fonctionnent encore aujourd'hui. Le modèle de management collaboratif, c'est pas encore tout à fait ça. Et donc, ils arrivent en se disant, j'ai peur finalement de mes employés, ils me font plus peur que eux ont peur de moi. Et puis ça fait un cercle, comment on dit, un mauvais cercle, un cercle malus, je sais plus le terme, vicieux, voilà. Et donc, ils viennent me voir en disant, bon Max, comment on peut bosser là-dessus? Alors une des méthodes que je leur file, c'est un truc tout simple, hein, mais c'est de commencer par dire à tes employés que quand tu leur parles mal, quand tu leur manques de respect, quand tu les respectes pas en tant qu'être humain, eh bien permettre à ces employés, leur dire qu'ils peuvent le faire ouvertement, c'est-à-dire de recaler le patron. Alors, des fois ça plaît pas, hein. C'est fait, oui, mais attends, ils vont commencer à dire tout ce qu'ils pensent sur l'entreprise. Je dis, oui, si tu veux crever l'abcès, il faut commencer, hein, tu vois. Alors, ce qu'il faut, c'est un cadre pour accueillir ça, d'accord. Que ça se passe pas en mode règlement de compte à OK Corral. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que le patron, il en sorte grandi et que les gens se transforment, non pas en employés, mais en collaborateurs, voilà, au sens littéraire du terme. Et donc, le fait de permettre à ses employés de recaler le patron, ça le remet dans une posture d'humilité, et à chaque fois qu'il en dévie un peu, tac, ça permet un recadrage, et au quotidien, ça fait du bien de bosser sur l'ego. C'est super important, c'est super important. Ouais, clairement, oui. Il y a et donc Alain, il nous a écrit une tartine. Ah oui. Merci mais Alain, vous comprenez rien à ma question. Non, mais c'est intéressant parce que je regardais du coin de l'œil là ce qui. C'est plus facile en conférence de faire reformuler parce que. Oui, là c'est vrai quand les gens ils interviennent en chat et c'est vrai que c'est pas simple. Hein. C'est vrai que c'est pas forcément simple, mais on va quand même essayer de
d'apporter, et notamment toi Maxime, d'apporter des éclaircissements sur la remarque d'Alain qui est la suivante. Donc, est-ce que selon toi, la démarche peut être autre? Car cela me fait penser au dépassement de soi. Ça peut être un road trip, pas forcément à pied, comme certains qui font un périple en auto, en moto, montagne et même en mer, comme tu l'as évoqué avec des traversées en bateau. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que chacun peut, sans faire Saint-Jacques, trouver un dépassement de soi, avec tout ce que cela comporte, dans un autre domaine. Je pense également au sport handicap ou toute autre chose qui permet un dépassement de soi. Fin de citation. Alors, pour la question, ce que j'observe, c'est que c'est plutôt une formulation d'acquisition. C'est comme ça que je le module. C'est-à-dire, en conférence, souvent les gens me posent des questions, et des fois il y a pas vraiment de questions. C'est plutôt ils sont en train d'intégrer ce qui vient d'être dit. Ils font du lien avec ce qu'ils connaissent. Et là, j'ai le sentiment que c'est un petit peu ça, parce que en fait, la seule chose que je peux dire vis-à-vis de ce qui est écrit de ta question, Alain, c'est oui, je suis d'accord. Débrouille-toi avec ça. Effectivement, ça fait penser au dépassement de soi, et comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, Saint-Jacques-de-Compostelle ou autre chose, ça amène une reconnexion à soi. On a tous, je pense, un grand enfant en soi. Alors, il y a des phrases un peu New Age qui disent se reconnecter à l'enfant intérieur. Ouais, c'est pas mal, et quelque part, c'est ça de manière imagée, parce que quand on se connecte à ce qui nous fait vraiment plaisir, nécessairement, encore une fois, et c'est la dynamique de l'engagement, ça ne demande aucun effort, et ça squeeze le mental. Quand vous êtes dedans, ça fait du bien, on réfléchit pas, on n'est pas en train de se demander ce qu'on va faire demain, on n'est pas en train de se demander ce qu'on va faire tout à l'heure. Finalement, on est dans le moment présent, et à partir de là, on évolue. Bon, là, il met un smiley, apparemment c'est bon. Bon, ça va. On a, alors j'espère que j'écorche pas son prénom, Lésus Uoroa, qui dit: c'est toujours un plaisir de t'écouter Maxime, vos discours redonnent confiance. Merci à toi. Merci à toi. C'est vrai que moi aussi j'ai plaisir à t'écouter, ça fait à peu près 50 minutes là qu'on est en live, j'ai envie de continuer encore un petit peu, c'est un vrai kiff là de pouvoir t'écouter Maxime. C'est sympa. Non mais franchement, moi c'est ce que je dis toujours, vous savez, enfin j'ouvre une petite parenthèse, et je pense que Maxime sera d'accord avec moi. C'est important d'avoir dans sa vie des gens qui vous inspirent, qui vous élèvent un peu vers le haut, et qui vous redonnent confiance, qui vous redonnent comme ça des choses en vous, qui vont vous stimuler, qui vont vous donner envie d'avancer, de vous épanouir. Et Maxime, je suis désolé de te le dire, mais tu fais partie de ces gens-là pour moi aussi, et tu es quelqu'un de vraiment inspirant, et moi j'adore ça, quoi, d'être avec des gens comme toi. Tout à l'heure on parlait aussi de quelqu'un que tu connais, Michael Aguilar, c'est pareil, tu vois, ça fait partie de ces gens, moi, qui m'inspirent, qui me donnent envie, sans parler des conférences aussi qu'on peut voir sur YouTube, sur les TEDx. Ah, c'est des gens qui arrivent, selon les sujets bien évidemment, mais quand on cherche comme ça à être inspiré, ouais, mettez-vous sur YouTube et allez regarder quelques TEDx, des interventions qui sont faites dans le cadre des TEDx, et franchement, ça vous donne la pêche, quoi. Et au-delà de ça, voilà, essayez de trouver des gens comme ça qui vont vous inspirer dans la vie, qui vont vous donner envie de vous dépasser. Et c'est là où je rejoins peut-être la remarque d'Alain, c'est, voilà, pour trouver le dépassement de soi, c'est peut-être aussi ça le chemin, quoi. Trouver des gens qui vous inspirent, qui vont, voilà, vous aider à... Les gens qui vous inspirent, il y a une phrase du poète Rumi que j'aime beaucoup, qui dit que l'humilité consiste à reconnaître que chaque chose dans l'univers peut nous apprendre ce que nous ignorons. Alors, on dit souvent que les gens nous apprennent. Là où c'est intéressant, c'est que ça peut être aussi des animaux, ça peut être aussi des plantes, ça peut être aussi des cailloux, des minéraux. Enfin, tu te promènes et tu vois des cailloux qui ont une drôle de forme sur la route, et tac, ça te fait penser à ta problématique, et hop, tu la résous, tu vois, ça peut être aussi cette forme-là. Oui. Un peu synchronistique, tu vois, qui peut s'apparenter à quelque chose de magique, mais qui ne l'est pas. En tout cas, pas au sens où on l'entend traditionnellement. Plutôt l'inconscient qui prend ça et qui le remodule pour donner une réponse à quelque chose. À ce sujet, je pense à Marine Billet qui a fait un TEDx super sur la peur, comment se libérer de la peur, qui a été réalisatrice, et elle parle justement dans son TEDx, je vous invite à aller le regarder, de son chien. C'est son chien qui l'a reconnecté au regard des autres. Parce que le fait d'avoir un chien, finalement les gens te croisent dans la rue, ils te regardent, et ça crée du lien empathique. Et donc ça l'a fait sortir de cette bulle. Et donc elle remercie dans son TEDx son chien de lui avoir enseigné quelque chose qu'elle ignorait. Excellent. Voilà. Excellent.
Alors moi j'ai aussi des mentors, hein, j'ai aussi des gens qui m'inspirent. Je pense que c'est qu'une chaîne finalement. Oui. Et là où c'est le plus beau, c'est qu'apparemment je les inspire un peu aussi. Alors c'est parfait, tout le monde s'inspire. Et finalement on inspire, on expire. Comme aurait pu dire Coluche, les mentors, c'est une chaîne. Salut les maillons. Oui, c'est un peu ça. Et puis finalement, j'allais faire un peu de langue des oiseaux, mais finalement on s'inspire mutuellement, donc on expire, on inspire, on expire, et on fait le rythme de la vie, tu vois. Tout est fluide après, c'est bien. Et je pense à un mentor, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est Paul Fontaine. Oui. Paul Fontaine qui atteint de la mucoviscidose et qui fait des conférences sur le dépassement de soi. Enfin, je le trouve exceptionnel parce que, voilà, il est lui niveau humilité, je peux te lever tôt pour arriver à ce stade. C'est vraiment quelqu'un de chouette. Et puis j'apprécie beaucoup comment il transmet auprès des gens, etc. Enfin, ça fait partie des gens qui m'inspirent. Ah, il y en a plein d'autres, je peux pas faire le listing. Mais ce qui est important, c'est que chacun effectivement est soit quelqu'un, soit un animal, soit autre chose qui l'inspire dans la vie et qui va le guider vers la meilleure version de soi-même. Encore une fois, l'objectif c'est l'amour, c'est l'ouverture. Il y a que ça finalement. Tu vois, le reste, bon, je sais pas, on va tous mourir, quoi, tu vois. Non, mais je veux dire, revenons au basique. C'est ça. Enfin, je veux dire, le basique, c'est ça. Je veux dire, à un moment donné, on est, et à un moment donné, on meurt. Donc c'est ce qu'on appelle la vie entre les deux. Entre les deux, il y a la vie. Et pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, essayons d'être un petit peu créateurs de notre vie pour qu'elle soit la plus belle possible. Et qui plus est, si elle peut influencer positivement les gens autour de nous, je veux dire, je pense que le contrat est rempli, quoi. Après, le reste, c'est du bonus, hein. Si on part à l'île Maurice ou ailleurs, ouais, c'est sympa. Je veux dire, on va pas Disons dire que non. c'est une forme d'expérience. Si tu veux, les gens mettent souvent de manière hiérarchique les expériences qu'on peut vivre. Et pour avoir discuté avec des gens qui peuvent vivre ce genre d'expérience, finalement, quand je leur dis, ça te dirait pas, toi, d'aller te dépouiller avec un sac à dos et de vivre comme un clochard un peu pendant 2 mois? Alors, comme un clochard au sens noble du terme, parce que bon, on a quand même la chance de pouvoir manger, etc. Eh bien, ils me disent, oui, ça me plairait. Parce que j'en ai marre des grands hôtels, j'en ai marre de nanana. Regardez, est-ce que les gens qui ont gagné des millions sont heureux? Regardez par exemple les gens qui témoignent avoir gagné des fortunes colossales. Une fois qu'ils ont fait le tour de leurs besoins personnels et de leur bonheur matériel, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent une autre forme de bonheur. Ils rentrent dans une boulimie en fait de la quête matérielle, au terme de laquelle ils peuvent tomber dans un genre d'épuisement mental, en se rendant compte que peu importe la matière qu'ils vont avoir, que ce soit un paquebot ou n'importe quoi, finalement c'est pas tant ça qui compte. Il y a d'autres choses qui comptent, et là on rentre dans la complexité de l'être humain et c'est difficile de mettre des barrières, puisque un être humain se construit tant avec ce type de valeurs qu'avec des valeurs sociales, émotionnelles, voire spirituelles. Il faut en parler. Et toutes ces valeurs, elles font l'être humain. S'il se concentre uniquement sur l'aspect matériel, le gars il est foutu, quoi. Donc effectivement, quand t'as plus de thunes, tu peux faire plus de rencontres, plus de dîners, plus de stages, ça c'est clair, ça augmente les opportunités. Mais de là à dire que ça va te rendre heureux, c'est mort, hein. Les gens qui viennent me voir en cabinet, en tout cas, qui sont dans ce cas-là, en témoignent, ils sont pas spécialement plus heureux que quelqu'un qui vit correctement. Après, ils sont par contre plus heureux que quelqu'un qui est en mode salaire. Tu vois, salaire, métro, boulot, dodo. Parce que du coup, ces gens-là sont tellement dans une logique, tu sais, avoir de l'argent, recommencer le mois d'après et ainsi de suite, qu'il y a une forme de désespoir un peu qui naît. Ceux qui viennent me voir en cabinet sont un peu tristes vis-à-vis de ça. Et par contre, ceux qui sont riches, qui ont de l'argent passif, que ça tombe automatiquement ou quoi, tu vois, eux, ils sont plus tranquilles sur le lendemain et ça fait comme une tension en moins. Et ça, c'est clair que quand t'as plus la tension de l'argent, toutes les choses vont mieux. Tu sais, une fois, il y a quelqu'un qui vient me voir, il me dit, ouais, Maxime, j'ai un énorme problème spirituel, j'ai l'impression d'être une éponge, j'absorbe les énergies négatives des gens et tout. Je lui dis, et la thune, ça va? Non, si tu veux, quand les gens viennent te voir, faut jamais regarder ça sur un seul plan. Tu prends la personne, tu dis d'accord, enfin, tu la prends pas, au sens, c'est pas une pourrie. Mais disons, tu lui demandes, ok, tu vas pas bien sur ce plan-là, qui est le plan spirituel, ok, mais en quoi ça parle de toi sur les autres plans? Et tu fais ensuite le checkpoint des autres plans, tu vas t'apercevoir que ça fait écho à son plan spirituel. C'est juste qu'elle l'exprime par le plan spirituel. Et donc finalement, je lui dis comment ça va la thune? C'est comme le plan spirituel, bizarrement ça va pas. Je peux t'assurer que personne lui pomperait son énergie spirituelle si jamais elle avait 2 millions d'euros par mois, tu vois. Non, mais ce que tu dis, c'est juste, c'est vrai qu'au départ, moi je voulais plus, surtout axer sur l'idée que, alors c'est intéressant ceci dit, parce que moi ce que je trouve
Gênant, si tu veux, c'est que tu as des gens qui sont des matérialistes purs et durs, qui ne voient la vie que par les gains d'argent et les possessions qu'ils peuvent avoir, etc. Ok, c'est un choix, je respecte, j'ai aucun problème avec ça, mais... Et du coup, par contre, ce qui me dérange, c'est qu'ils viennent te dire, attends, tu me parles de quoi là, de spiritualité, de dépassement de soi, de... T'inquiète pas, quand il me dit ça, je fais bah ok, d'accord. Attends juste quelques années. Attends juste quelques années. Ah, S'ils viennent te voir dans quelques années, tant mieux. Sinon, ils vivent l'expérience exacte qu'ils avaient envie de vivre, à savoir ne pas se prendre la tête avec les questions existentielles. J'ai rencontré énormément de gens qui juste ne se posent aucune question. mais Tu vois, clairement. c'est des gens qui sont juste bien de faire leur potager, ou qui sont juste bien de faire du métro boulot dodo parce que ça leur donne une sécurité financière et que c'est très bien. Ça a été un travail pour moi d'accepter ça, tu vois, parce que quand t'es dans une démarche de développement, t'aimes bien développer tout le monde, tu vois. Ben oui. T'es en train de... Et au final, ce que j'ai compris, c'est que ça n'a pas d'importance. Finalement, tout le monde peut se développer à son propre rythme, dans la voie qu'il a choisie. Là où tu peux les aider, c'est quand ils ont envie de changer. Et qu'ils se disent, putain merde, peut-être je peux essayer de voir les choses sous un autre angle, ou peut-être je peux passer à un autre niveau dans mon business, ou peut-être je peux, voilà. Bah, c'est là que je les aide, quoi. Ouais, non, mais c'est ça aussi, être bienveillant par rapport aux autres, c'est respecter leurs choix, quels qu'ils soient. N'empêche que c'est casse-pied, quoi, quand les gens ils viennent te dire de toute façon, si l'argent fait le bonheur, je suis désolé, moi j'ai beaucoup de thunes et je suis heureux comme ça, et votre truc de dépassement de soi, machin bidule, j'en ai rien à secouer si je puis me permettre l'expression, et je me le permets parce que c'est mon live, après tout je dis ce Et que je t'as veux. intérêt à lui dire qu'il a raison parce que il a raison. Je veux dire, il est en train de te faire part de sa croyance personnelle. Ouais. Et en cela, tu ne peux pas aller contre ce qu'il dit. C'est-à-dire que tu te mettrais dans une position de gouroutisation au sens négatif du terme, donc occidental du terme, à savoir que tu te placerais en mode non, je sais ce qui est bien pour toi. Et ça, c'est complètement faux. Si le mec te dit qu'il est très heureux en gagnant sa thune, c'est parfait pour lui et il te fait juste part de son bonheur. Finalement, tu peux te réjouir pour lui et c'est très bien. Mais pour connaître les gens qui disent ça, des fois, tu creuses un peu la surface et tu t'aperçois qu'il dit ça juste parce qu'il est en public et qu'il répète finalement la notion du bonheur qu'on lui a inculquée depuis l'enfance. C'est-à-dire que depuis qu'il est tout petit, il a obéi à l'autorité, prêtre, patron, professeur et ainsi de suite. Et il a obéi à l'autorité de manière aveugle, ce qui fait que pour lui c'est ça le bonheur, et finalement il te le dit devant toi en mode non mais c'est ça le bonheur, tu vois. Des fois il teste aussi ta capacité à dire mais tu penses pas que ça peut être autre chose quand même, tu vois. C'est drôle, mais quand le paradigme de l'autre commence à bouger un petit peu, tu vois, c'est parce que ce que tu lui as dit, ça le met en questionnement. Donc ça peut le faire rentrer dans une forme de violence. Il va peut-être s'adresser à toi un peu méchamment en mode ouais mais attends, c'est des conneries tout ça, c'est l'argent qui est important. Limite il ponctue sa phrase dans sa tête en mode non. Non. Voilà. Et en fait, finalement, il attend que t'argumentes pour reformuler son système de compréhension du monde. Et si jamais, t'es ouvert dans ton approche et que, juste tu lui dis, je sais pas, en tout cas, moi, mon point de vue, c'est le suivant, vous pouvez discuter puisque vous échangez juste des points de vue. Donc ça va. Et après, si le mec, il veut changer, ou qu'il était prêt à changer, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, il peut rester comme il est, c'est parfait aussi. Voilà, les choses changent. Il y a juste à se poser la question de qu'est-ce qu'on veut pour notre monde de demain. Est-ce qu'on veut, voilà, non mais oui, parce que c'est bien beau le libre arbitre, mais il y a un moment où il faut s'interroger, est-ce que on laisse la planète crever? Voilà, est-ce qu'on va droit dans le mur, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus rien, il y a 10 000 études qui le montrent et je peux te donner toutes les références bibliographiques appuyées, il n'y a pas de souci. Je pense que ça serait intéressant parce que tu vois, là, il y a... Alors, Mathilde, juste c'est une remarque quand même que voilà, qui est intéressante. Le bonheur matériel n'apporte rien, il ne rend pas plus heureux pour autant, et nous sommes d'accord là-dessus. Mais Alain, par rapport à ce que tu dis, Maxime, dit malheureusement les valeurs matérielles de pouvoir et d'argent sont bien instaurées dans notre société, bien sûr. Et la majorité s'y pend comme des mouches sur du miel. Mais bien sûr, bien sûr. C'est un constat, Alain, et je suis entièrement d'accord avec toi. Ce qui est compliqué, c'est que comme on vit dedans, pour en sortir ou pour se dire qu'il y a autre chose, c'est compliqué. Par contre, il y a des alternatives intéressantes qu'on peut faire à notre niveau. Et là, je rejoins une allégorie donnée par Pierre Rabhi que je trouve intéressante, qui est celle que beaucoup de gens, je l'imagine, connaissent sur l'histoire du colibri. Il y a un grand feu dans la jungle, et je vais mal la dire, et je pense que Pierre serait pas content, mais il la reformulera à l'occasion, tu l'inviteras dans un live. Avec plaisir. Il y a le feu dans la jungle, et finalement, tous les animaux commencent à se barrer, parce qu'il y a le feu. Et il y a un colibri qui fait l'aller-retour.
Alors, les autres animaux, l'hippopotame et tout ça, ils se retournent, ils font, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Tu crois vraiment que tu vas éteindre le feu, là? Et le colibri, il fait, non, c'est sûr, mais je fais ma part. Voilà. Et finalement, la moralité de l'histoire, c'est que si chacun fait sa part, ça va bouger. Exactement. Faut pas attendre que les autres le fassent pour commencer à faire la sienne. Quand je dis sa part, c'est à plusieurs niveaux. À un niveau économique, à un niveau développement durable, à un niveau du tri des déchets, à un niveau, voilà, c'est à plein de niveaux à la fois de faire sa part pour que le monde, finalement, il se copie les uns sur les autres. Parce que moi, quand je rencontre des gens qui prennent soin de leur potager, potager en un mot, hein, pas en deux mots. Hein. Oui, bien sûr. C'est voilà, quand je rencontre des gens qui font ça, qui trient leurs déchets, qui ont des toilettes durables et ainsi de suite, je me dis c'est chouette, j'ai envie de faire pareil parce qu'ils ont l'air sereins avec ça. Ça leur fait des économies financières et en plus c'est bon pour la planète, quoi, tu vois. Alors évidemment, je vais aussi, j'aime bien faire je suis toujours un peu dans les deux pôles, tu vois, parce que on fait chier les gens. Je vais être direct, attention. Oula, attention. On fait chier les gens avec la pollution et compagnie. Et au final, regarde combien font en pollution les pétroliers, hein, les immenses paquebots qui transportent les marchandises. Tu les enlèves tous, limite, tu contrebalances toute la population mondiale des voitures, tu vois. Donc, il y a des choses à faire en amont qui sont plus importantes. Que demander aux gens individuellement, tu vois, de changer les trucs, parce que oui, ça va marcher, mais ça va marcher à petite échelle. Commençons par les industriels, tu vois ce que je veux dire. Bon voilà, ça me paraît évident et je pense que tout le monde est dans cette idée. C'est pareil pour l'évasion, la fraude fiscale et compagnie. Au final, la fraude fiscale est 10 000 fois supérieure à la fraude chômage, je sais pas quoi. Tu vois, c'est des milliards contre des millions. Donc voilà, c'est drôle de pointer du doigt les gens en mode c'est vous les responsables. Alors qu'au final, si on change des choses à une autre échelle, limite on peut polluer tranquille. Enfin, bien sûr, je dis ça en faisant l'argument quotidien, bien sûr, le faisons pas. Mais voilà, c'est presque ça, quoi. Donc bon, il y a du foutage de gueule. Il y a une remarque de Philippe qui est intéressante aussi. Il dit la solution est dans le recul par rapport aux injonctions de notre ego. La solution est dans le recul par rapport aux injonctions de notre ego. L'ego donne des injonctions. Oui, en effet. Alors le problème, si tu veux, c'est que la prise de recul vis-à-vis de l'ego, elle se fait avec l'ego lui-même. Donc bien souvent, on se retrouve pris dans un piège un peu chelou. Tu vois, c'est genre non, mais moi je suis quelqu'un de bien. Oui, non, mon ego il est dangereux. Souvent, il est considéré comme dangereux. Ou alors on le met de côté dans le développement spirituel. Souvent, c'est la faute de l'ego et tout. Moi, je respecte à mort mon ego parce que si j'en avais pas, je serais psychotique et l'expérience de la psychose, ça doit être quelque chose de terrible. Parce que ne plus savoir où on est dans l'espace, où est l'autre par rapport à soi, mais vivre quand même quelque chose plutôt que rien, c'est déstabilisant. Donc oui, l'ego, il permet de se structurer et d'avoir un moi fondé dans l'espace et le temps, donc c'est très pratique. Ouais. Cela dit, quand tu souhaites t'en extraire en mode c'est pas bien, tu le dis avec quoi? Tu le dis avec ton ego. Donc tu t'en sors pas, tu vois. Non, l'important c'est plutôt de faire silence, je pense, si tu veux travailler sur l'ego. Faire silence, c'est déjà accepter qu'il y a le silence. C'est d'accepter qu'il y a le vide et ça, c'est pas facile. Voilà. Après, effectivement, l'ego, pour moi, il donne des injonctions qui sont aussi utiles, qui sont le fruit de toutes les connaissances que tu as acquises depuis ta naissance. Hein, c'est-à-dire que si, par exemple, tu es dans une rue et tu vois des gens avec ce qui ressemble à un revolver, spontanément tu vas avoir envie de courir parce que t'as ton ego qui te dit mec là c'est un peu chaud, tu vois. Donc voilà, et heureusement que dans cet état-là tu te mets à courir et heureusement que tu te mets à l'écouter. Le problème c'est que l'ego c'est devenu c'est un outil à la base, enfin il devrait être au service de quelque chose de plus noble que lui-même. On le fout aux commandes mais il est dans la merde, il a les rênes dans les mains, il fait bon je fais quoi avec tout ça, enfin tu vois, il est emmerdé. Donc si on le met au service de quelque chose de plus noble que lui-même, ça donne des choses très intéressantes. Et par exemple se mettre au service de l'autre, tu vois. Dans la thérapie par exemple, ton ego il sert pas à toi-même, tu vois, il sert à l'autre. C'est quand l'autre te dit quelque chose, et là c'est des techniques de communication. Je pense que la question de l'ego c'est plutôt arriver à gérer les choses en méta-analysant grâce à des techniques de communication. Donc là la communication non verbale avec Marshall Rosenberg peut beaucoup aider. Et toutes les autres techniques aussi de communication. Donc voilà, je reviens à la thérapie rapidement et pour finir là-dessus, parce que je m'emballe. C'est vrai que quand tu es en thérapie, tu vois ton ego,
il va se manifester. C'est-à-dire, voilà, il y a tout ce que va dire la personne va faire écho dans ta mémoire à des choses que tu as vécues. Et donc, aux émotions associées. Par exemple, quelqu'un qui vient te voir et qui fait « Bon, moi, j'ai tué quelqu'un. » Bon, voilà. C'est un exemple. Tu peux avoir ça en thérapie. Hein. Voilà. T'as une partie de toi qui est dans la justice qui peut s'activer en mode « Putain, tu vois, c'est mal. » Voilà. Le gros travail, c'est d'arriver à se dire « Ok, ça lui appartient. D'accord. Et j'ai pas de jugement à poser là-dessus. » Ça, c'est dur. Ça demande un travail. Mais voilà, ça, c'est la réflexion de l'ego. Et effectivement, là, il est important de gérer la communication pour mettre ça de côté. Et d'arriver à faire grandir l'autre avec son expérience et là où il en est. C'est-à-dire que plutôt que de le blâmer, de le foutre en tôle, de l'enfermer ou de le tuer, chose qui serait dans l'émotion, tu vois, c'est comme ça qu'on réagit spontanément, d'être, tu vois, dans la rapidité de l'action, prendre du recul et dire pourquoi il en est arrivé à ce niveau de tristesse, pourquoi il en est arrivé à ce niveau de non-sens. Qu'est-ce qui fait que dans sa vie, il a vécu ça, le mec? À la base, c'était un bébé. Il est né, c'était un bébé, il gazouillait, maman, papa, tout, c'était un être en devenir. Pourquoi le milieu l'a transformé comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'il est devenu comme ça? Et comment, à partir de là où il en est maintenant, il peut se reconnecter à ça et devenir quelqu'un de meilleur? Alors c'est ça, toute la dynamique de l'ego aussi. Bon, c'est comme ça qu'on peut s'en servir, entre autres. Hein. Il y a plein d'autres moyens, mais c'est un exemple qui me parle, parce que je suis psy, donc je m'en sers comme ça. Merci, docteur. Je suis pas docteur, attention, parce que je vais me faire taper. Ah, ça n'a rien à voir avec les doctorats. Hein. J'ai pas fait bac+8, j'ai pas eu ce courage. J'ai été jusqu'à bac+5, c'est déjà pas mal. Suffisant. C'est déjà pas mal. J'en avais marre. Bah oui, recracher des connaissances telles qu'on les a mémorisées avec les systèmes de l'éducation actuelle. Ça peut faire un parallèle intéressant, parce que j'en profite pour dire aux auditeurs que voilà, je suis en train d'écrire un livre. Ah oui. Voilà, je suis en train d'écrire un livre, mon premier livre. Je suis en train de l'affiner et il devrait sortir, si tout va bien, début avril. Début avril? Pas le premier, voilà, j'espère. Je pense pas, sinon ça serait une grosse blague. Non, dans ce livre, je parle de l'éducation nationale, mais pas que. En fait, c'est très simple. Ce livre propose aux étudiants et aux personnes qui doivent mémoriser de grandes quantités d'informations de les mémoriser extrêmement vite, pour finalement ne plus perdre de temps à le faire. Parce qu'à mon sens, il n'y a pas de sens à faire ça. Le système nous demande de mémoriser la veille pour le lendemain, de redire finalement il nous reste quoi, où est la motivation intrinsèque, pourquoi on fait ça, pourquoi on est noté, pourquoi c'est un système compétitif. Bref, il y a beaucoup de choses à remettre en question. Et donc, moi, je pars du postulat tout simple qu'en attendant que tout cela change, eh bien, je propose une méthode pour mémoriser plus vite, qui est le fruit de celle que je donne en cabinet aux élèves qui viennent me voir ou aux adultes qui veulent mémoriser des concours ou ce genre de choses. Voilà, donc si ça vous intéresse, il va sortir, je serais ravi de le partager avec les auditeurs. J'ai pas l'habitude de faire de la pub, je suis un peu mal à l'aise avec ça, donc voilà. Il faut faire de la pub, enfin c'est même pas de la pub, là c'est de l'information. Je suis pas bon là-dedans, tu vois, j'apprends et c'est chouette du coup que je passe à ton webinaire parce que ça me permet de m'enrichir là-dessus. Voilà. Bah avec plaisir, ça me fait plaisir, tu vois, du coup il y a du partage, ça qui est bien. Ah ouais, on se marre bien. Ouais. Il y a une remarque du moins de Dominique. Dominique qui nous dit donc pour sortir du boulot, métro, dodo, continuer à expérimenter sa vie tout en étant éveillé, rester émerveillé et être inspiré. Eh bien, c'est une remarque que je plus sois tout à fait. Je plus sois également. C'est exactement ça. Pour connaître un peu Dominique, on a beaucoup discuté sur le sujet. Effectivement, on est raccord là-dessus. Le métro boulot dodo, oui, mais au sens où elle l'a écrit. Voilà. Et puis en plus, je trouve qu'il y a trois choses qui sont intéressantes dans ce qu'elle dit. Effectivement, être éveillé, rester émerveillé, être inspiré. Être inspiré, on l'a évoqué tout à l'heure. Rester émerveillé, je pense que c'est ce qui un petit peu nous fait cruellement défaut aujourd'hui chez chacun d'entre nous. Ça, c'est horrible. Tu sais qu'il y a des gens qui viennent me voir en cabinet qui me disent Maxime, ma vie n'a pas de sens, nanana. Je dis d'accord et je leur dis mais c'est quoi qui te fait plaisir dans la vie? En général, j'accuse un blanc total. C'est dingue que les gens se soient aseptisés à ce point de ce qui les constitue en tant qu'être humain. C'est dingue d'être devenu une machine à l'heure où quand tu étais petit, tu savais pertinemment ce qui te faisait plaisir et ce qui ne le faisait pas. Et aujourd'hui, du fait justement qu'on t'a dit d'aller dans une direction, de faire les choses telles quelles et tout, t'en viens simplement à te contenter de distraction mentale et de la consommation d'éléments matériels dont on parlait tout à l'heure. C'est triste. C'est triste parce que du coup, quand je reconnecte les gens en cabinet à ce qu'ils aiment, tu vois, ou en coaching individuel par Skype ou quoi, à ce qu'ils aiment,
il me dit tout de suite, j'avais oublié que j'aimais ça. C'est quand même dingue dans notre société, ça. Ça n'arrive presque pas dans les sociétés traditionnelles, celles qui vivent encore pour certaines en tout cas, ou celles que j'ai pu rencontrer dans la forêt, tu vois. Ouais. Donc voilà. Mais tu vois, moi c'est ce que je dis souvent. C'est vrai que Alain là qui intervient, il fait de la photo comme moi, et je trouve que la photo est un exercice intéressant parce que, enfin, ça dépend ce qu'on fait comme type de photo évidemment, mais Alain comme moi, on a bien faire des photos de paysages, et faire des photos de paysages a cette particularité, c'est que du coup comment dirais-je, t'es amené à être attentif et à être à l'écoute de la nature et à essayer de trouver la beauté dans des choses qui peuvent paraître insignifiantes par rapport aux yeux de n'importe qui. C'est beau ce que tu dis, parce que moi en t'écoutant, ce que ça me fait penser, c'est que c'est ton mode de pèlerinage quelque part, tu vois, au sens où on l'entend depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est comme ça que tu dépouilles ton mental des pensées parasites. Tu vois, tu vois, pour arriver à faire la bonne photo, tu viens de le dire, mais il faut un état modifié de conscience, un état interne, Oui. qui te permette de prendre le temps de saisir le bon moment. C'est très intuitif. Oui. Et en cela, du coup, ça te fait évoluer. C'est ta pratique à toi. Tu vois, chacun a la sienne. Oui, et des fois, faut pas la chercher à perpète, hein, tu vois. C'est pas faux, ouais, c'est effectivement ça. Et d'ailleurs, Alain qui réagit en disant moi, j'aime bien voir des personnes pleines d'enthousiasme sur l'humain. Ce sera mon résumé de ce live. Merci à vous. Merci à toi, Alain. Merci pour tes questions. Merci pour tes rebondissements. C'est important d'avoir des gens qui relancent pour qu'on puisse co-créer ce live, parce que c'est pas une conférence, c'est pas un truc descendant. Non. Là, t'as bien vu qu'on a cheminé bien au-delà de Saint-Jacques, hein. Donc oui, on est allé loin là, du coup. Le problème, c'est ça. J'aime beaucoup de sujets aussi. Donc, comme toi, on est passionné. Toi et moi, on est passionnés là-dessus. Donc, si on nous lance, c'est sûr qu'on va partir en live, justement. C'est clair. Ah oui, forcément. Mais on co-crée ça avec les gens qui posent des questions, et je trouve que c'est très intéressant comme exercice, tu vois. Bah, c'est ce que j'explique moi régulièrement. Enfin, quand je parle des réseaux sociaux, parce que je fais des formations comme ça sur les réseaux sociaux, et j'explique aux gens, vous savez, il y a un truc fondamental dans réseaux sociaux. Dans réseau social, il y a le mot social. Et social, ouais. Ça veut dire partager des choses, quoi. C'est pas juste, je viens bien balancer ma pub sur ma boîte, voilà, sur les réseaux sociaux et je me barre. Non, c'est pas ça les réseaux sociaux. C'est partager des choses avant tout. Ouais, tout à fait. Et si tu veux que les gens ils achètent ton produit à toi, il faut d'abord partager des choses avec eux, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que justement, ils achètent un produit à toi. Mais en fait, au-delà du produit qu'ils achètent, ils t'achètent toi, quelque part. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, ça dépend du produit que tu vends. Évidemment, quand tu achètes un Head & Shoulders, tu achètes pas Procter & Gamble, tu vois, on est d'accord. Mais quand tu as des produits qui sont avec un peu plus moins de manufacture derrière, tu vois, moins d'automatisation, et que c'est créé par un particulier, par exemple, bah, je sais pas, si par exemple demain tu as un jeu de cartes, pourquoi j'achèterais ton jeu de cartes et pas le jeu de cartes de la personne d'à côté? Ah, parce que ce jeu de cartes te ressemble, etc., etc. Donc finalement, les gens t'achètent d'abord avant d'acheter ton produit. Ils achètent tes convictions avant d'acheter ton produit. Et là, je pense que c'est intéressant pour les spectateurs d'aller regarder un TED là-dessus qui en parle bien. Je retrouverai les références, je le donnerai. Bah, absolument, c'est ce qu'on appelle en marketing le branding, c'est-à-dire voilà, les gens achètent d'abord toi, quoi. Toi, t'es une marque. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que moi, j'entends souvent des gens me dire ouais, je vais pas faire telle activité, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, mais j'ai pas envie de faire ça parce que c'est déjà fait par plusieurs personnes. Je pense par exemple à la photo. Tiens, par exemple, il y a des gens qui sont doués en plus, qui peuvent être photographes, et ils disent ouais, mais il y en a déjà plein des photographes. Mais je dis ouais, mais il y en a plein, mais toi, t'es unique. Oui, c'est clair. Et donc, c'est ça en fait. Il y a des gens qui viennent me voir en mode mais moi ce que je fais, il y a plein de gens qui le font, ça sert à rien. Et je leur dis oui, mais toi tu fais comment? Quelle est ta particularité finalement? Quel est ce avec quoi tu travailles, et ainsi de suite. Et oui, c'est ça, c'est ce qui fait ta particularité, c'est ça que les gens vont acheter. C'est alors si vous êtes entrepreneur, voilà, vous ne posez pas de questions par rapport à ça, quoi. Soyez, voilà, pour rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle, soyez authentique, soyez vous-même. Bah, y a rien qui vend mieux, tu vois. Michael Aguilar parle lui de chaleur ajoutée plutôt que de valeur ajoutée. C'est bien, mais je connaissais pas ce terme. Ah bah, Copyright Michael. Faudra que tu l'invites, il est génial. J'ose pas, je suis timide. Je te mettrai en relation. Si tu veux. Je veux bien. Fais-moi une repos. Il est super, il est brillant. Après, je sais pas s'il aura le temps, parce qu'il est très demandé. Ouais, mais s'il vient, il pourra très bien parler de cet aspect sur le marketing.
Je sais qu'il est très pris, et c'est vrai que c'est ce que je te disais, c'est que moi j'ai eu l'occasion de le voir en conférence dernièrement encore, c'était en octobre dernier sur Orléans. Mm. C'est voilà. Là pareil, toi, c'était super inspirant, c'était super intéressant qui plus est. Enfin, je veux dire, c'était un beau moment de partage. Enfin, voilà, c'est le genre de personnage moi que j'aime beaucoup, quoi, que j'aime bien côtoyer. Et après, ouais, j'aimerais bien éventuellement l'inviter, mais tu vois, c'est là pour le coup, c'est peut-être un truc sur lequel il faudrait que je bosse. Tu vois, encore, je me rends compte qu'il y a des trucs, j'ai encore un peu de mal par rapport à ça, parce qu'à partir du moment où Parlons des croyances limitantes, mais je sais pas que tu m'avais donné 1 heure, en fait ça fait 1 heure et quart. Non mais je veux bien parler, il n'y a pas de souci, mais après j'ai pas. Non, mais moi je veux bien parler aussi, parce que je vois qu'il y a vois. encore du monde qui nous écoute, donc a priori c'est intéressant ce qu'on raconte. Mais tu vois, ouais, c'est les croyances limitantes. Et moi c'est un truc qui me fait, je me rends compte encore aujourd'hui, qui me fait encore défaut, c'est que à partir du moment où je vois quelqu'un pour lequel j'ai énormément comment dirais-je, de considération, pour faire simple dans le discours. Donc je vais être un petit peu impressionné par la personne en question, et je vais pas oser aller la voir pour lui dire. Ah, bah alors. Ah, c'est un bon thème, ça, on peut en discuter un peu rapidement parce que on va. Mais tu vois, malgré, tu vois, je oui. sais que les gens ils disent de moi que je suis hyper extraverti, tu vois, super à l'aise. Et ben, mais c'est ce sur quoi tu travailles. Il faut que je vous avoue un truc, je suis pas aussi à l'aise que ça. Et moi, il y a des gens qui m'impressionnent et vers lesquels j'ai du mal à aller pour voilà, pour échanger avec eux et voir même, tu vois, tu me dis, moi, Michael Aguilar, invité dans mon live. Au-delà du fait qu'il soit très pris, c'est même pas le sujet. Ne serait-ce que juste l'intention de me dire, tiens, j'aimerais bien inviter Michael Aguilar. Ça peut faire peur. Après, tu sais, en fait, le biais psychologique et sociologique derrière, c'est l'argument d'autorité quelque part. C'est de se dire que ceux qui ont plus de connaissances, ceux qui ont plus de bagages, ceux qui passent plus dans les médias, etc., ont une valeur ajoutée qui les place sur un piédestal. N'oublie pas qu'ils vont aux toilettes. Hein. Enfin, oui, je sais, c'est sont comme moi. Ouais. Voilà, et je m'en rends compte que il y a des gens avec qui je travaille. Au début, j'étais un peu comme ça. Au début de mon activité de psy, quand j'ai travaillé pour la première fois avec des personnes qui étaient des directeurs, des PDG et tout, ils gagnaient 50 fois ce que je gagnais, et ils arrivaient à mon cabinet avec beaucoup d'humilité et prêts pour un travail sur eux. Et du coup, on avançait. Et au début, ça me faisait peur parce que je me disais, bah attends, ce mec, il est au-dessus de moi, etc. sur ce plan-là. Et ensuite, je me suis vite aperçu que, bah en fait, c'est des gens très très humains, ils sont exactement comme toi et moi. Ils discutent de la même façon avec leurs proches. Il y a aucune variation dans l'élocution, dans la façon de parler et tout et tout. Bref, c'est des êtres humains comme toi et moi. C'est facile de le dire, mais de le ressentir, tu vois, il faut juste se lancer. La différence entre là t'oses pas et tout à l'heure tu vas oser, c'est que entre le moment où on va raccrocher ce live et tout à l'heure, tu vas faire le premier pas, mec. Tu vois, donc, et c'est ça, 80% de la réussite est dans le premier pas, et Compostelle, c'est ça aussi, hein, c'est que quand tu te lances, tu vas jusqu'au bout. Et une fois que tu as franchi cette peur, qui est une peur par anticipation, une peur qui ne t'appartient même pas, hein, qui est celle de ton vécu, qui te dit dans un coin de ta tête, ouais, mais quand même c'est quelqu'un d'important. Ouais, enfin, ouais. Vas-y, essaye. De toute façon, t'as rien à perdre. Au pire, il te répond pas. Ouais. Au mieux, il te répond et tu passes un bête de bon moment. Et voilà. Il faut de toute façon toujours oser. C'est un thème très intéressant. C'est pas le mien, mais c'est quelque chose que je soutiens. Plus les gens osent, plus ils vont loin dans la vie. Je suis pleinement d'accord avec ça, et c'est vrai que moi, à chaque fois que j'ose faire quelque chose, je me dis, mais quelle andouille, pourquoi je l'ai pas fait avant, quoi. C'est clair, on s'en veut après. Ah, mais c'est clair. Hein. Mais on s'en veut a posteriori, c'est juste parce qu'il y a des peurs et des croyances limitantes qui nous bloquent. Et ces peurs et ces croyances limitantes, pour moi, elles s'effritent à mesure que tu vas les rencontrer. C'est-à-dire qu'au début, il y a le cœur qui bat, ok, il y a tous les symptômes physiologiques du stress et de l'anxiété, qui te rappellent que tu es en dehors de ta zone de confort. Et dès lors que ces symptômes commencent à s'apaiser et que la conversation finalement s'installe, vient le naturel qui fait que tu te mets à discuter avec eux de la même façon que tu discutes avec les gens que tu connais. Je fais pas de différence entre ma manière de parler sur scène, ma manière de parler avec les gens au cabinet, ma manière de parler avec des enfants, etc. C'est toujours la même chose. Juste avec les enfants, je simplifie davantage, mais c'est pareil. Je m'adresse à eux de la même façon que je m'adresse à un PDG. C'est-à-dire avec toute l'authenticité dont je suis capable. C'est-à-dire des fois, bon bah ça dépend des états d'humeur du moment, hein, comme tout le monde.
Mais voilà, avec le plus d'ouverture possible. Et en fait, ça crée du lien. Parce que regarde, quand tu vas voir un mec, je termine là-dessus, mais tu vas voir, c'est important. Quand tu vas voir un mec qui est PDG, il est habitué à ce que tout le monde le considère comme tel. Et finalement, il ne crée pas de lien avec beaucoup de gens. Mais dès lors que tu vas te mettre à discuter avec lui et à lui parler normalement, eh ben, qu'est-ce que tu actives chez lui dans son modèle de compréhension du monde? De manière réciproque, tu actives, ah tiens, ce gars parle comme mes amis. Tu vois, ce gars parle comme ma famille. Et finalement, ça crée du lien immédiatement. Tu outrepasses le monsieur, le s'il vous plaît, mais vous êtes quand même important, tu vois. Arrête tout ça. Je veux dire, on va tous mourir. On est tous dans une grande file indienne et on a tant de temps sur Terre. Si t'as des gens qui ont la chance de transmettre à davantage de personnes, bah super, invite-les, fais connaissance. C'est important de diffuser le savoir. Non, mais t'as parfaitement raison là-dessus, hein. C'est pour ça que d'ailleurs, ceux qui me suivent là au travers de mes lives l'ont certainement remarqué depuis quelques temps. Tu vois, j'invite des personnes comme ça dans mon live, et je peux te garantir que c'est pour moi un exercice qui est pas forcément facile parce que je fais appel à des gens qui, dans leur domaine en tout cas, sont à un cran, parfois à un niveau très très supérieur à moi, et je suis obligé de prendre sur moi, tu vois, pour aller les solliciter, de leur dire tiens, ça vous intéresse de venir dans mon live? Vous savez, c'est un petit live, hein. Moi je suis pas très connu par rapport à vous, quoi, mais je comprendrais que vous disiez non, quoi. De toute façon, je suis pas, c'est pas ma spécialité de parler de ça, mais pour avoir suivi beaucoup de gens qui en parlent très bien, ils te diraient voilà de te faire confiance et que tu es créateur finalement de la réalité dans laquelle tu veux vivre. Et si tu commences à te considérer comme quelqu'un qui fait un grand live, bah, étrangement tu vas avoir des gens qui font des grandes émissions qui vont venir te voir, tu vois. Mais par contre, le point intéressant chez toi, c'est que tu fais le pas, tu vois. Oui. Tu y vas petit à petit, step by step. Par contre, tu fais des pas qui te ressemblent. Tu commences par contacter des gens qui sont pas forcément Michael Aguilar, mais qui vont t'apporter aussi quelque chose, c'est de te placer dans cette zone d'inconfort dont on parlait tout à l'heure. Merde, quand même, ça me fait un peu flipper. Tac, tac. Mais de fil en aiguille, tu vas voir, ça va monter, tu vas prendre confiance et c'est comme ça que ça se passe. T'es en chemin, et si t'es en chemin, t'iras au bout tôt ou tard. T'as fait le premier pas, c'est bouclé. T'as plus qu'à attendre maintenant, en gros, quoi. C'est mon chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle à moi, quoi. Voilà, exactement. Chacun sien. C'est ça. Il y a Alain, attends, je rebondis parce qu'il y a eu deux remarques, là, Alain et Dominique qui ont réagi à ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Il dit je connais ça, ma pudeur souvent me fait peur d'aller ouvertement vers les autres, certainement comme pour toi, une question d'éducation qui nous a marqués. C'est ça. Souvent, c'est ça. Et Dominique, il dit oui, parce qu'on est confronté à de faux profils, mais rester authentique est justement une bonne solution pour sortir de la masse et se démarquer. C'est aussi ne pas avoir peur de s'affirmer qui fait avancer les choses. Oui, c'est clair. Je suis d'accord avec Dominique. Bah oui, évidemment. Aussi avec Alain. Et aussi avec Alain aussi, bien sûr, ouais. Alain qui dit attends, tu as tout à fait raison Maxime, l'exemple de nos enfants est exactement l'effort, le rituel parental que pour ma génération on fait pour dire à nos enfants qu'on les aime, ce qui ne se faisait pas pour nos aïeux, effectivement. Oui. Oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que les enfants, de manière générale, ils sont en quête de sens. Les adultes aussi. Mais les enfants sont placés dans un système dont ils ne peuvent pas sortir, ils n'ont pas le choix. C'est ça. En gros, on leur dit voilà, si tu veux sortir, non mais dis donc, t'auras pas de diplôme, t'auras rien, donc ça les met dans une angoisse totale, parce que d'un côté ils doivent subir un système, et de l'autre, ils ont des envies personnelles. Et souvent ils écrasent leurs envies personnelles au profit du système, soi-disant parce que c'est ça la bienséance. Et bon, je pense que il faut remettre du sens dans tout ça à tous les niveaux, pas seulement au niveau de l'éducation, mais aussi dans les familles, etc. Oser dire aux gens ce qu'on pense, oser dire qu'on les aime, ça c'est très compliqué. Même moi j'ai du mal avec ça. J'ai été élevé dans une famille où on se dit pas forcément qu'on s'aime. On le sait, hein, on le sait intuitivement, c'est laissé quelque part, mais on le dit pas. On le dit pas, c'est par pudeur et en même temps, quand on sera sur notre lit de mort, on se dira merde quand même c'est con qu'on se le soit pas plus dit, tu vois. Et ça c'est un vrai travail personnel, tu vois, le cheminement de Saint-Jacques, le dépouillement et tout, ça commence limite à ce niveau-là. C'est si vous voulez pas bouger de votre canapé, commencez juste par appeler les gens que vous aimez et dites-leur simplement que vous les aimez. Et voilà, déjà travail personnel plus 150 là d'un coup. S'il y avait une jauge comme dans les jeux vidéo, j'aime bien concevoir les choses comme ça. Là, tu montes en expérience très très vite. Là, d'un coup, tu prends 3 levels. Est-ce que tu dis c'est très juste parce que c'est vrai que ce soit par rapport à nos parents ou que ce soit par rapport à nos enfants,
faut prendre le temps en temps et de le dire sincèrement. Faut pas se forcer par rapport à ça, mais sincèrement de dire à nos parents, je t'aime papa, je t'aime maman, et à nos enfants, voilà, je t'aime. Parce que c'est important de le dire effectivement, parce que on a tous besoin d'amour, donc. Ouais, bah si s'il y a quelque chose à retenir de notre live, c'est bien que amor es respuesta, c'est l'amour est la réponse. Absolument. Il y a une phrase de Jean-Paul II que j'aime beaucoup, que mon ami aussi Nicolas connaît bien, qui se dit n'ayez pas peur. Elle s'applique absolument partout. Tant dans les conflits diplomatiques ou militaires qui sont un peu partout en train de couver dans le monde ou déjà éclater, que dans notre vie personnelle, avec les gens qui nous côtoient. N'ayez pas peur, cette phrase, elle solve tout. Dès lors qu'on n'a pas peur, qu'on reste aligné avec qui on est, alors on est dans une forme de justesse finalement. Encore faut-il apprendre à écouter le soi, c'est-à-dire peut-être une partie de soi plus vaste, et faire la distinction avec ce qui vient de nos envies personnelles, l'ego, tu vois. Ça, c'est pas facile de faire la balance. Ça prend un peu de temps. C'est clair. C'est Philippe là, qui met une remarque me concernant. Il dit si ça répond à ton projet et que ça te donne des papillons dans le ventre, il n'y a pas de question à se poser. Ah, l'intuition, effectivement. Voilà. Moi, je fonctionne à ça, et ça n'a pas toujours été le cas. Avant, je fonctionnais qu'avec mon mental qui comparait. Ouais. Alors, il est toujours aussi présent, mais je le mets le plus possible de côté quand il y a une décision à prendre pour savoir si c'est juste ou si c'est pas juste. Et effectivement, je sais plus qui a fait la remarque, mais pour les papillons dans le ventre, c'est exactement ça. C'est si tu sens que c'est aligné avec toi, que ça demande pas d'énergie et que tu t'engages dans le truc, tu pourras aller jusqu'au bout sans souci. Tu vois, je pense que Rémi Camus, avant de faire le Tour de France à la nage, les papillons dans le ventre, il les avait, tu vois. C'est la niaque, c'est putain, je vais faire ce truc, ça va être énorme. Tu vois, ça l'emmène au bout de son entreprise. Et entendez ça à deux niveaux, entreprise, tu vois. Ça l'emmène au bout de son entreprise. Et pour les gens qui sont en auto-entreprise ou pour les gens qui ont une entreprise, c'est la même chose. Si vous voulez aller au bout de votre entreprise, il faut avoir la niaque, il faut avoir du sens dans ce qu'on fait. Le sens. Si la vie n'a pas de sens, tu vois, il y a une phrase d'Alice, de Lewis Carroll, qui a écrit Alice au Pays des Merveilles, qui dit si le monde n'a aucun sens, dit Alice, qui nous empêche d'en inventer un. Et je pense qu'il est important que chacun crée le sien, tout en respectant autrui. Mais voilà, dès qu'on respecte le libre arbitre, normalement il n'y a pas de souci. C'est un grand bac à sable, on fait ce qu'on veut. Hein. Mais la question de l'argent reste centrale. On y revient encore une fois. C'est une espèce de foutre un équilibre, c'est difficile tant qu'elle sera au centre. Je pense que l'argent, tu vois, pour faire simple dans le discours, je pense qu'il faut considérer ça comme une énergie. Et en tant que tel, il ne faut pas se focaliser forcément là-dessus, quoi. On en a besoin parce qu'on est dans un système aujourd'hui qui fait que voilà, sans argent, on ne peut pas faire grand-chose. Je sais que l'autre fois, quelqu'un d'ailleurs faisait cette remarque-là. J'étais sur une conférence et disait ouais, moi j'ai envie de construire des trucs pour aider les gens, etc. Et une personne lui dit mais ok, et tu as besoin d'argent pour ça? Bah oui. Eh ben alors vas-y. Toi, tu pourras avoir de l'argent et tu pourras monter tes projets pour aider les gens. Il n'y a aucun problème. Voilà, ça c'est intéressant. Hein. L'entraide qui est un enjeu majeur et qui pourtant n'est pas mis en avant dans notre système éducatif avec la compétition. Je veux dire, on fait en sorte que les élèves se tapent un peu dessus. Il y a qu'à voir la première année de médecine, c'est la lutte à couteau tiré, comme dirait Albert Jacquard, tu vois. Donc clairement c'est ça, et on doit maintenant retrouver ce goût et cette force du travail d'équipe, tant dans l'entreprise qu'à un niveau personnel. Parce que tant qu'on ne s'entraidera pas, tu vois, en associant nos points forts entre personnes, bah ça va être compliqué. Hein. Avancer seul, c'est un chemin, mais ça va pas très vite, quoi. Comme on dit, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et il y a aussi une autre phrase qui dit on va jamais aussi loin que lorsque l'on ne sait pas où on va. J'aime bien celle-là parce que du coup, tu vois, ça complète la première phrase et du coup ça met un peu de chaos, un peu de hasard. Et c'est cool de se laisser aussi ouvert aux opportunités. Là, je crois que là tu réponds à la question que Alain vient de te poser, Maxime. Ouais. Parce qu'il disait en un mot, comment résumerais-tu ton périple, Maxime, pour conclure? Et je crois que tu viens de le faire. Il a raison, faut conclure, hein, il est tard. Oui, puis avec Facebook, on est quand même un peu limité, je crois, dans le temps. Donc là, ça fait plus d'1 heure et demie qu'on est en ligne.
Pour conclure, je terminerai par la phrase que j'ai dite au début. C'est intéressant cette phrase, elle dit le chemin, et là vous mettez votre chemin à vous, le chemin ne consiste pas à acquérir quelque chose, mais à perdre quelque chose. Je pense que c'est vraiment la phrase de fin. C'est plus vous aurez de choses, plus vous allez emmagasiner, plus vous aurez de pensées, plus vous aurez de rumination mentale, plus vous aurez d'objets matériels, plus il y aura des choses à perdre. Alors qu'au final, quand vous faites de la place, quand vous faites silence à l'intérieur, quand vous prenez le temps pour vous, du temps pour se retrouver, ne serait-ce qu'aller promener son chien ou n'importe quoi, dès lors on est plus aligné pour prendre les bonnes décisions parce que le mental ne s'emballe pas. Tu vois, on lui laisse pas le temps de s'enrayer. Peut-être c'est ça déjà, faire une partie du chemin. Ok. Bien écoute, y a Virginie qui disait Maxime cite Grand Corps Malade. Alors Grand Corps Malade, je ne le connais pas, cette citation. Bon écoutez, en tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pendant ce très très long live. C'est clair. Faudra le mettre en 2 parties sur YouTube. Ouais, faut que j'y pense effectivement. Et puis, en tous les cas, Maxime, ça m'a fait super plaisir de te faire intervenir dans ce live. C'était vraiment magique, inspirant, enthousiasmant. Enfin, bref, c'était bien. Voilà. Écoute, super Christophe, je suis ravi également. Moi, ça me fait plaisir, ça m'enrichit aussi. Je connaissais pas du tout cette expérience. Donc, merci à toi. Écoute, en tous les cas, Maxime, je t'invite à faire des lives toi aussi, parce que j'imagine que tu as encore plein de choses à dire. Ou alors, de toute façon, moi, c'est ma zone d'inconfort pour l'instant. Eh bien, écoute, pour t'aider à travailler là-dessus, parce que tu m'as aidé à travailler un petit peu ce soir là sur mes points d'inconfort. Moi, ce que je te propose, ton livre sort au mois d'avril. Ouais. Dans un mois, écoute, on trouvera un moment, pareil, un lundi vers 18h, en avril ou au mois de mai, on verra comment on va s'organiser par rapport à ça, mais en tous les cas, je te propose de revenir dans un prochain de mes lives pour parler de ton livre, et on s'appuiera là-dessus pour parler de tout ça. Je remercie tout le monde, Mathilde, Alain, Elisabeth, Claudine, Didier, Dominique. Il y avait toute la famille. Il y avait toute la famille qui était là. Voilà, je les connais. Il était bien Maxime ce soir, hein. Vous pouvez le dire, hein. Moi franchement. Ouais, ils vont m'appeler au téléphone, tu vas voir. Ah Maxime, je viens de te voir. Ouais Maxime, t'es super bien, faut que tu refasses des lives, tu passes nickel chrome et tout. Puis j'aime bien le petit décor qu'il y a derrière toi dans la nature et tout, c'est sympa. Ah oui, c'est vrai, mais grand merci à toi pour avoir mis ce fond vert. Et puis Hugues aussi qui te remercie. Merci Hugues aussi de nous avoir suivis. Merci à toutes et à tous. Merci encore une fois Maxime, c'était vraiment un grand plaisir, un grand kiff de te recevoir. Je te souhaite une bonne soirée, comme je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Une belle semaine, venteuse peut-être. On verra bien. En tous les cas, que le soleil soit dans votre cœur, ça c'est le plus important. Et puis Maxime, je te dis à très bientôt. À très bientôt Christophe, à très bientôt tout le monde et merci de nous avoir suivis. Voilà, puis comme je conclue toujours traditionnellement mes lives, longue vie et prospérité. Bye bye. Ciao.